On se retrouve tôt le matin pour un petit café avec Johan du Canard Réfractaire. Bon, on va aborder plusieurs choses, on va parler un peu de structuration et on va parler aussi un petit peu de la vidéo qui va sortir samedi, vidéo banger, petite collaboration avec le Canard Réfractaire. Je te laisse la parole si tu veux parce que c'est toi qui m'as proposé cette collaboration et c'est sur votre chaîne le Canard Réfractaire, donc voilà. Salut tout le monde, salut les gens qui sont sur le chat, sur la chaîne YouTube. En gros, nous on a un format qui s'appelle Retour à la ligne, qui est un format qui est légèrement inspiré d'Usul et qu'on fait évoluer un petit peu. C'est Usul qui s'est inspiré de vous, moi je trouve. Ouais, c'est plus. Alors, c'est un peu anachronique de dire ça, mais c'est un peu vrai. Mais il nous a tellement transformé que quand on fait des vidéos, maintenant on fait des formats. Mais en gros, on avait fait une vidéo sur Europe Écologie Les Verts, où on les disait qu'il fallait les composter et compagnie. On faisait des vidéos un peu sur la gauche et tout ça. Et là, il y avait Roussel qui est apparu. Roussel, donc du Parti communiste français. Et on s'est dit, ok, faut qu'on lui chie dessus. En gros, c'est ça. On voulait le faire il y a 2 semaines, mais t'avais Versailles, donc on a fait sur Versailles. Et là, on s'est dit, du coup, on a 2 semaines pour travailler sur Roussel. Et je connais quelqu'un qui est un membre éminent du Parti communiste français qui est pas dû. Non, je suis pas Parti communiste français, mais je suis un communiste français. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas si loin. Et je connais bien un peu le lore. Mais Roussel, en plus, tu peux parler de lui quasiment n'importe quand parce que toutes les semaines, il va arriver à sortir une dinguerie un peu ambiguë. Parce qu'aussi toutes les semaines, il est invité chez Léa Salamé ou chez quelqu'un comme ça. Donc pour faire des vidéos, je pense que t'as un réservoir. Tu peux chier dessus une fois toutes les 3 vidéos et t'auras de quoi. Hein. Et en plus, on avait déjà fait une collab avant tous les deux où on avait débattu sur justement un peu une opposition qu'on avait fait et qu'on avait simulé aussi sur Twitter en mode gilet jaune versus communiste, tu sais, ouais. En mode toi t'es classiste et moi je suis populiste. Et donc c'est un peu vu que dans Retour à la ligne, il y a tout un truc de jeu de rôle qui se fait entre moi et Nina. Et là, on va faire un jeu de rôle à 3 entre toi, moi et Nina, où moi je vais jouer les gilets jaunes, toi tu vas jouer un peu le communiste orthodoxe, et Nina va faire la synthèse de tout ça. Et du coup, on peut mettre un peu en application la dialectique comme ça dans une vidéo et faire avancer un peu les choses. Surtout que ça rentre bien aussi, et c'est pour ça que c'est mieux de le faire maintenant qu'il y a 2 semaines avec le bouquin de Mélenchon qui est sorti là. Ouais. Faites mieux, Jean-Luc Mélenchon. Ouais, et du coup, ça fait un peu opposition, quoi. Non, c'est sûr. Mais en plus de ça, ouais, c'est un format, je trouve, qui est cool. Parce que c'est un format où tu peux exprimer des points de vue et les gens savent même pas si c'est ton vrai point de vue, si tu trolles un peu. Et en général, il y a un peu de vrai, si tu veux. Moi, je suis vraiment aussi... Je suis vraiment communiste et tout, donc il y a des fois où ça me fait rager les trucs un peu populistes, mais à la fois je vais pas être là, je vais pas ne pas voter Jean-Luc s'il peut passer au second tour parce qu'il dit peuple, quoi, c'est pas le problème, quoi. Et donc c'est assez cool comme truc. C'est ça qui est bien, c'est que des fois, tu as des petites contradictions et quand tu n'as qu'une seule voix, tu essaies de la synthétiser et c'est toujours compliqué, tu vois. Alors que là, on peut faire les deux en même temps sans que ça pose problème. On peut être la caricature un peu des trucs qu'on n'arrive pas forcément à synthétiser. On peut le mettre en avant dans la vidéo comme ça et c'est les gens après qui vont prendre le morceau comme il est et qui vont faire aussi les conversations qu'on peut avoir aussi dans la vie. Tu vois, ça va être une vidéo qui va être pour les gens de gauche. Et ce combat-là entre quelqu'un qui dit ouais, peuple et l'autre qui dit ouais, prolétariat, ça existe aussi. Du coup, cette mise en scène, ça permet un petit peu d'appréhender ça, et ça permet de parler à ces gens-là, quoi. Ouais, et puis il y a une petite synthèse que j'ai bien aimée. Bon, je vous laisserai découvrir la vidéo pour voir ça. Donc ça sort quand, samedi, dimanche ? Ça sort samedi. Et en vrai, je me suis confronté du coup, parce qu'on va parler de structuration après, à quelque chose de vraiment structuré. C'est-à-dire que le Canard, c'est délirant le niveau de structure. Là, il y a un vrai professionnalisme. Moi, je suis en slip. Voilà, je suis pas en slip, mais voilà, je suis en slip chez moi. Et le Canard, c'est genre, Johan, il m'envoie un truc, il me dit oui, tu veux participer à une vidéo, bon, elle sort dans 2 jours, machin, là j'ai déjà écrit ça, il t'envoie des trucs et tout, enfin c'est vraiment très professionnel. Bon, moi j'essaie de me mettre à la ligne, de devenir de plus en plus structuré aussi, mais c'est vrai que je me suis confronté à quelque chose auquel j'étais pas prêt, quoi. J'ai l'impression d'être au travail presque, mais c'est ton travail toi en même temps. Ah bah ouais, et puis on est une dizaine à être au travail là-dedans tous les jours au Canard. Hein. C'est ça, l'organisation en partie révolutionnaire. Ouais, en fait, t'es plus léniste que moi. Toi, t'es l'avant-garde révolutionnaire professionnel, alors que moi, je ne suis qu'un petit streamer, quoi. Mais en même temps, t'as lancé ton Tipeee, tu te structures avec position revue machin, t'as une stratégie. Ouais, non, mais ça, en vrai, c'est bien, mais je vois ça partout à gauche, enfin, de plus en plus, et sur ça, alors vous avez été un peu pionnier là-dedans, Usul aussi, à se professionnaliser, se structurer et tout, mais
quand on voit à droite comment ils se sont structurés, la thune qu'ils ont, alors heureusement c'est des nulos et ils gardent la thune pour eux au lieu de faire du contenu vraiment. Non mais c'est vrai, parce que mec, tu prends un type, t'imagines la force de frappe qu'un mec comme Papacito a tout seul, je pense qu'il gagne, il peut récolter plus d'argent que vous au canard. Et le mec pourrait faire mais des dingueries tout le temps, et en fait il le fait pas parce que la thune va dans sa poche, quoi. Et nous on a besoin de se structurer, on a besoin, moi je vois j'ai par exemple, j'en parlais tout à l'heure en off avant que tu viennes là, tu vois. Là le Tipeee et tout, l'argent de Twitch m'a permis de m'acheter un ordi, ça m'a permis que ça bug pas quand je fais ça, tu vois. Ça permet d'acheter des caméras, des trucs comme ça. Quand je vois, bon là ta qualité d'image est floue parce que t'as pas fait la mise au point, mais vos vidéos elles sont quand même beaucoup plus quali que les miennes ou des choses du genre, tu vois. Et ça compte aussi pour le grand public notamment. Quand tu fais des débats chiantesques sur le marxisme, le sujet collectif, machin, les gens s'en foutent de la qualité de l'image. Mais par contre, quand tu commences à faire des formats comme votre truc, là, Actu Réfractaire et tout, il faut que ça aille vite. T'as pas le droit à l'erreur, en fait, quand c'est comme ça. Et donc, il te faut aussi du matos, il te faut du soutien technique, il te faut des monteurs, il te faut des choses comme ça. Et c'est cool, quoi. Enfin, Tu disais sur la structuration, Usul a été pionnier là-dessus. Moi, justement, j'ai l'impression que Usul, il a été pionnier sur la vidéo sur Internet, mais il n'a pas été pionnier du tout sur la structuration. Oui, il était premier sur l'entrée sur Mediapart. Ouais, il a été pionnier sur devenir éditocrate à Mediapart et compagnie. Ouais. Parce qu'il a fait le job et continuera à faire le job, mais justement, il a pas fait de structuration. Moi, j'ai l'impression que justement, il y a eu ce premier truc-là de Usul qui n'a pas eu cette vibe un peu entrepreneuriale et qui, du coup, n'a pas créé sa structure, ne s'est pas structuré comme une organisation, comme un parti révolutionnaire. Et que, du coup, après, tu as eu cette espèce de réponse, cette critique-là qui s'est incarnée avec plus la génération Dany et Canard. Ouais. Parce qu'on a commencé à peu près en même temps, vraiment, Dany en politique, vraiment avec les streams, ça va être 2021, si je dis pas de bêtises, 2020, 2021. Et du coup, là, nous, on a fait un truc, on est indépendant, on va recruter des gens, on va travailler en équipe, on va faire des structures qui sont clean, etc. Parce qu'en fait, tu travailles mieux quand t'es 10 que quand t'es 2, quoi. Et tu peux dire plus ce que tu veux et t'es pas obligé d'aller dans les petits réseaux pour t'embourgeoiser un petit peu, ce qui te donne des opportunités, mais ce qui t'enferme aussi dans un discours ou dans des émissions où tu peux pas dire ce que tu veux, quoi, tu vois. Non, mais donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, ouais, parce qu'en plus de ça, à un moment donné, tu sais, il avait un Tipeee, il gagnait, je crois que c'était 10 000 euros par vidéo et tout, un truc comme ça. Ouais, tu te souviens, il avait un gros Tipeee, mais c'est normal, ses vidéos étaient géniales et tout, c'est pas le souci, mais en fait, lui, il a choisi la technique un peu trotte de base d'entrisme dans les milieux bourgeois et qui a fait aussi son effet. Je veux dire, on peut pas. Enfin, c'est toujours facile de cracher sur ce que Usul aurait pu faire alors qu'il a quand même fait des trucs géniaux, quoi. C'est pas le souci. Mais c'est vrai qu'il jamais sur Usul. Hein. Voilà, il aurait pu aussi choisir la structuration, l'organisation un petit peu de son côté. Ça aurait peut-être pas donné la même chose et c'est intéressant de faire ça. Moi, je le vois d'ailleurs quand je bosse avec les gens qui m'aident sur la ligne, quand j'en parle à Position Revue, quand je parle à mon monteur, mon miniaturiste et tout. En fait, quand tu parles avec des gens, ça permet d'essayer de construire une ligne sur des choses. Sauf que quand ces gens-là, c'est des gens qui sont déjà dans un milieu bourgeois, journaliste, machin, ils n'ont pas la même vision du monde que quand je parle, je vais pas vous dire les métiers des gens qui sont autour de moi, mais voilà, c'est des gens qui vivent dans la vie réelle, qui gagnent pas 8000 balles par mois, qui n'ont pas un pied d'attaché parlementaire je sais pas où, et c'est vrai que ça ramène aussi au réel et ça permet d'avoir une critique juste. C'est pour ça la critique l'autre jour là, de Mélenchon, même je vais en parler un peu dans la vidéo. Si moi je peux me permettre de critiquer Mélenchon, c'est parce que moi je suis un militant communiste et j'ai pas ma carte à la France Insoumise, j'ai le droit de le critiquer. Il y a des gens qui peuvent pas, malheureusement. Alors après je comprends qu'Assane soit militant à la France Insoumise, ça c'est différent, mais il y a des gens qui vont pas se permettre de critiquer des trucs pour pas se brouiller avec je sais pas qui, parce qu'en fait dans le milieu journalistique il tient... ça c'est con, quoi. Enfin je veux dire, moi si un jour vous dites de la merde au canard, je vais vous dire vous dites de la merde et puis on passera à autre chose, quoi. Enfin c'est vraiment gênant d'avoir cette retenue, quoi, comme ça, et c'est pour ça que moi je tiens à avoir une sorte d'indépendance, et moi personnellement je trouve ça intéressant aussi de travailler de mon côté pour avoir de l'argent, mais après je comprends aussi que vous puissiez pas forcément, vous faites beaucoup plus de contenu que moi. Enfin c'est une question aussi, d'ailleurs, la question de la professionnalisation ou pas. Quelle question de la professionnalisation ? Tu veux qu'on parle de la professionnalisation ? Non, pas forcément. Là, j'ai parlé de plein de trucs, mais je veux dire, c'est une question qui me vient comme ça. Mais c'est vrai que la question de la professionnalisation, tu vois, de ce que tu peux faire ou non, et de quel rapport au monde tu as quand tu bosses ou pas, tu vois. Genre après vous payez au SMIC, donc vous avez un rapport au monde de gars qui produit du contenu et qui est payé au SMIC, donc c'est pas un rapport au monde de grand bourgeois, tu vois ce que je veux dire, mais
Je crois il y a une convention collective qui fait qu'on est à 20 balles au-dessus du SMIC là. C'est honteux, c'est les bourgeois. On a 1309, un truc comme ça. Ouais, tous payer à la même chose. Vous pourriez vous payer au salaire médian, ça serait absolument pas choquant. Mais par contre... Après, tu peux recruter plus de gens. Tu peux avoir plus de gens autour de toi, c'est ça. Ben, c'est ça qui est cool, bien sûr. Mais je veux dire, moi je suis pas là pour cracher sur le fait que vous ayez de l'argent. Ça me fait plaisir si vous pouvez consommer un petit peu, c'est pas le souci. Mais le truc, voilà, c'est quel rapport au monde tu as quand t'es un YouTuber qui est totalement en dehors des grands systèmes productifs actuels, on va dire, même si c'en est un aussi, hein, YouTube, c'est pas le souci, tu vois. C'est quel rapport au monde tu as, et moi je trouve ça intéressant de pouvoir continuer à me lever le matin, aller travailler avec des gens qui sont pas matrixés aussi, parce que par exemple, des fois on a des débats entre militants, je suis désolé, ces débats-là, ils sont absolument inaudibles, ça veut pas dire qu'ils ont pas lieu d'être, mais il y a des trucs que les gens ne sont pas prêts à entendre, mais même des gens qui sont un peu politisés, tu sais, qui votent à gauche, et tu leur parles d'un truc, ils savent pas ce que c'est, ils comprennent pas l'intérêt du débat, quoi. Bah, carrément. En plus, le fait de pas sentir la société, ça fait que tu restes toujours dans des concepts un peu, tu vois, c'est un peu le défaut de trop intellectualiser, de trop s'attacher de ça. Et du coup, tu fais une bataille de concepts, des batailles de positions en permanence, et t'es pas ancré dans le réel, ce qui fait que s'il y a des manifs ou s'il y a des trucs sur l'inflation, machin, que t'as pas vu venir, et ben tu vas beaucoup moins pouvoir aider le mouvement révolutionnaire réel parce que t'as pas compris, que t'es pas dedans, et t'as pas cet instinct qui permet de savoir à ce moment-là, quand on a que 10 minutes pour avoir un discours, pour avoir la vidéo, quel mot il faut utiliser, quel message il faut faire passer, quel raisonnement il faut appuyer, quelle émotion il faut envoyer, tu vois. Et t'as ce truc-là, on a vu ce débat fut un temps avec Patchwork où je disais que c'était important aussi d'avoir un peu de se fabriquer un nez par rapport à ça, et ce nez-là, cet instinct-là, il se travaille, comme tu dis, avec le fait de pas s'embourgeoiser, d'essayer de rester un peu dans ce réel-là. Nous, une des solutions qu'on a trouvées, entre guillemets, ou en tout cas qu'on a faites comme ça, sans forcément réfléchir à la base, en tout cas, c'est genre, on est à Guingamp, tu vois. Enfin, moi, je suis à Guingamp, Nina, elle est à côté à Sabrieuc, et tout le reste de l'équipe est un peu dispatché un peu partout en France. Ce qui fait qu'on n'a pas de lieu où, par exemple, on se voit que entre nous, tu vois. Et on n'est pas à Paris où on pourrait côtoyer d'autres personnes, être invité à tel truc, à tel salon, avoir telle conversation. Tout est beaucoup plus compliqué, ce qui fait que concrètement, moi qui est la position la plus corruptible d'un point de vue bourgeoisie, parce que c'est moi qui prends la parole et compagnie, mais en fait, je suis à Guingamp, du coup, je fais juste des allers-retours entre chez moi et le local, et je vais au stade de foot, et je vais à Carrefour City, ce qui fait qu'au final, il y a des habitudes et un travail, mais tout le côté embourgeoisement politique, il est très peu là. Et après, tu as tout un truc par exemple, de fait que au Canard, on n'emploie jamais personne qui a été formé pour ce qu'il va faire au Canard, tu vois. Globalement. Genre, aucun de nos monteurs... peut-être Pixel, mais je suis même pas sûr que Pixel et Kuro, ils ont pas fait des trucs de montage. Notre chargée de prod, elle a pas du tout fait un truc de production, de comptabilité. Nina et moi, on n'a pas du tout fait des trucs de technicien, de montage ou d'acteur ou tout ce que tu veux. C'est fait qu'on n'est même pas de base dans des milieux-là. On est dans des milieux on a travaillé en agriculture, on a travaillé en prof, on a travaillé en machin. Ce qui fait que on n'est pas de ces réseaux-là et on ne peut pas aller dans ces réseaux-là. Ce qui fait que, on travaille, on discute entre nous, puis on discute avec les gens qui sont autour de nous et on va pas trop chercher tout ça. Et après, on a aussi une petite qui a fait polémique. On a une petite une petite moquerie de la bourgeoisie en permanence, qui fait qu'on se détache bien de ça, tu vois. Genre par exemple, il y a Debbie qui est apparue dans quelques vidéos il y a un mois, 2 mois, et avec elle, on bosse aussi pas mal sur. Elle m'emmène aussi dans des quartiers, elle m'emmène voir ses potes à Paris, et puis après, t'as Nina avec ses potes de Saint-Brieuc, t'as machin, pour essayer de s'exposer toujours à des gens différents, quoi. Et c'est plus une question de matériellement, on n'a pas de quoi être bourgeois parce qu'on n'est pas au bon endroit et on n'a pas la thune. Et en plus de ça, au niveau de nos rapports sociaux, en fait, on est plus un travail technique qu'un travail bourge politique. Ouais, bien sûr. Mais on en parlait. Enfin, j'ai plusieurs choses à dire. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que t'as dit plusieurs choses. Mais on en parlait hier en off tous les deux. C'est le fait que le rapport bourgeois au monde, c'est pas tant le fait d'avoir de l'argent, même si ça en fait partie évidemment, mais c'est le fait, en fait, d'avoir un rapport un peu d'exploitation avec les gens. Et je prenais un exemple, tu prends un restaurateur, il a 8 employés, c'est pas un grand bourgeois, hein, je dis pas qu'il se fait des couilles en or et tout, et des fois, ça peut être le gars qui bosse le plus de l'équipe, c'est possible, pas tout le temps, hein, mais c'est possible.
Sauf que le matin, quand il se lève, il se dit putain, j'espère que machin là, il va pas poser son arrêt maladie parce qu'il avait mal au dos hier et en fait, s'il pose un arrêt maladie, ça va me coûter de la thune. Et il se dit si machine là qui fait la compta, elle tombe enceinte, ça me casse les couilles, ça va coûter de l'argent et tout. Et puis quand tu lui dis ouais, ce serait bien d'augmenter les salaires, il dit ah ouais, moi j'adorerais augmenter les salaires, malheureusement moi je peux pas, donc faut baisser les charges. Donc en fait, il te dit ouais, bah j'augmente les salaires si on baisse le salaire brut. Donc en fait, il augmente pas les salaires, quoi, le gars. Et donc du coup, on a une contradiction qui est une contradiction de classe entre le gars qui est un petit bourgeois qui a sa petite entreprise, qui a son petit restaurant, et ses employés, quoi. Et c'est pour ça que moi, dans la vidéo, j'en parle un petit peu, mais vite fait. Et puis on avait fait un débat là avec Cassandre, Raz et Position Revue, qu'on rageait sur ce terme de peuple qui était un peu flou, on comprend pas trop, parce que ces petits bourgeois-là, ils gagnent pas 10 000 balles par mois, ils travaillent beaucoup, mais ils ont un rapport au monde qui est un peu spécifique. Et quand on parle de structuration, bon, vous êtes une association, je crois. Si je me trompe pas, vous êtes une association à but non lucratif, donc c'est un peu différent. Mais quand tu commences à avoir ta petite entreprise d'audiovisuel où tu payes ton monteur, machin, tu rentres un peu dans les mêmes rapports au monde que ces gens-là. C'est-à-dire que tu te dis, j'espère, si t'as salarié ton monteur, tu te dis, j'espère que machin, il va pas poser son arrêt maladie parce que là, j'ai vu qu'il était pas bien, il est en dépression, mais ça casse un peu les couilles, tu vois. Et tu rentres dans tu rentres dans ce rapport bourgeois malgré toi, tu vois. C'est pas qu'ils sont méchants, les bourgeois, c'est qu'ils ont un rapport au monde qui est très spécifique, quoi. Donc bon, ça c'était un premier point. Et deuxième point, je voulais parler aussi, tu disais que t'étais en province, et ça c'est vrai que c'est important. Moi aussi je vais en province, je suis souvent invité à des trucs à Paris, je peux pas y aller, tu vois. Et c'est vrai que c'est pas pareil, tu vois. Tu passes pas ta vie à aller boire des cafés avec des gens qui tiennent l'économie, qui tiennent je sais pas quoi, qui sont des journalistes et tout. Et d'ailleurs, des fois, moi... il y a des trucs où je vois que je suis séparé. Moi, j'écoute souvent Dany Arras, je les aime beaucoup. Mais je les entends dire, ils sont là, tu peux pas dans une ville avoir... tu peux pas acheter avec moins de 500 000 euros. Et moi, tu me donnes 500 000 euros là où je vis, mec, j'achète un manoir avec 3000 mètres carrés de jardin et tout. Et tu vois, on n'a pas exactement le même rapport au monde parce qu'en fait, on vit pas au même endroit, quoi. Et donc, en province, t'as beaucoup plus ce moyen de se dire je vais avoir un salaire, essayer d'avoir ma maison ou un truc comme ça, alors qu'en ville c'est un peu différent. Tu vas devoir avec un salaire au SMIC, en fait tu peux rien faire parce que tout coûte trop cher. Donc du coup les mecs se disent de toute façon je peux pas faire autre chose parce que j'aurais pas beaucoup d'argent. Donc ils tentent le coup de l'auto-entrepreneuriat, donc ils tombent dans un rapport un peu bourgeois au monde, tu vois. Enfin il y a cet aspect là, je trouve, quoi. Je sais pas si je suis très clair, mais voilà, c'est notre côté provincial est quand même important. Enfin, le provincial, il n'y a pas plus parisien que de dire provincial, là. Oui, mais je sais pas comment dire autrement, quoi. Pas parisien, quoi. Pas parisien. Pas parisien, voilà, merci. Quand même. Guingampé, mais toi, t'es breton, toi. T'as un macronisme mental. C'est vrai. Putain, il y a toujours des commentaires en mode ah, mais vous dites les bretons, mais vous avez voté Macron. Non. Ah, l'enfer. C'est faux. Ma députée, elle est LFI, c'est faux. Non, mais c'est sûr. Mais après, je sais pas ce qu'on peut dire de plus sur tout ça. Moi, j'avais vraiment l'impression qu'il y a... Après, c'est un petit truc que j'ai l'impression, tu vois, un peu... Ouais, vas-y. Tu vois Jemil? Non, c'est qui? Tu vois pas Jemil? C'est le gars avec la chemise rouge qui est aux médias. Ah oui. Et qui est la meilleure chose qui est arrivée aux médias récemment et qui fait des trucs incroyables, Jemil. C'est un pote à nous, tu vois. Moi, j'ai l'impression que Jemil... Sa vie, tu vois, c'est qu'il peut aller dans toutes les soirées, dans toutes les discussions, dans tous les trucs en permanence, bouger en permanence et du coup ne pas sortir de la bulle, tu vois, de politique. Et Jimmy, c'est quelqu'un qui est hyper social, ce qui fait que lui, il arrive à gérer tout ça, ce qui fait que c'est le métier parfait pour lui d'être aux médias, tu vois. Moi, à Guingamp, même si je voulais, en sortant du local, parler politique avec quelqu'un, c'est pas possible, en fait. Ouais. Et moi, en fait, tu vois, c'est l'inverse, tu vois. C'est l'inverse, c'est-à-dire que moi, Internet m'a permis de rencontrer des gens avec qui je peux parler politique, parce que la plupart des gens autour de moi ils en ont rien à branler, ou tu vois, enfin, oui, et du coup c'est vraiment l'inverse, quoi. C'est tu te dis quand je suis sur WhatsApp et tout, je parle avec Position Revue et tout, c'est des débats de ouf et tout de politique, où je parle avec toi et tout, et en fait quand t'es dans la vie réelle, tu parles avec des gens normaux qui te disent plus que ça casse les couilles, en fait, que les légumes ça coûte ultra cher et que tu puisses plus faire un plein de courses sans que ça te coûte 50 balles, plutôt que de parler de philosophie allemande, quoi. Ouais. Moi, j'ai un truc, je sais pas si t'as ça. Putain, philosophie allemande. Pitié, quoi.
Je sais pas si t'as ça, mais il y a le truc de une fois que je quitte le local, moi je veux plus entendre parler de politique, tu vois. Genre je veux pas regarder, c'est pour ça que je regarde quasiment aucune des vidéos politiques, sauf les tiennes de temps en temps quand ça a un peu de drama et bien fait, tu vois. Mais sinon, pas d'entendre parler politique. Quand je suis avec les autres gars dehors, on parle pas politique, on fait pas de ça, justement pour essayer de se couper un maximum de ça. Et ça, je trouve que c'est un peu une autodéfense pas mal, hein. Surtout s'il y a un moment où, comme tu disais, avec les liens interpersonnels en permanence, nous, on n'a pas à se poser cette question-là. Et ça, c'est assez fou. On est juste une organisation où on peut prendre des décisions en tant qu'organisation, mais il n'y a pas de lien interpersonnel, de trucs que personne ne comprend, des trucs un peu secrets. Tu vois, il n'y a pas de trucs secrets au Canard. On n'a pas de relations secrètes avec des personnes avec qui on envoie des messages, avec qui on textote, même si c'est sympa, tu vois, ou qu'on se voit de temps en temps, même si c'est sympa, tu vois. Ça n'existe pas, ça. Ouais, justement, ce forme de transparence-là et d'organisation-là, de structuration-là, je trouve que c'est ça qui est vers ça où on va naturellement, c'est ça qu'il faut structurer, et c'est pour ça que c'est bien que qu'on fasse ça, que Dany Heras fasse ça, même s'il y a un peu un côté cap, plus nos cap, un peu cap de leur côté, vu que leur rapprochement avec la FI et compagnie, tu vois, et que toi tu reviens dans une structuration comme ça, c'est ça qui est intéressant, c'est vers là qu'il faut aller, et c'est pour ça je pense que ça peut être, même si ça demande un vrai effort, tu vois, de faire des collabs sur des vidéos, de partager une audience, de partager des contenus. C'est quelque chose qui a assez peu été fait avant. Si on prend encore une fois Usul comme un peu la ligne qui nous permet de savoir où aller, Usul, il a très peu fait ça en réalité. Ouais, mais après, il a peut-être eu peur aussi des fois de se faire cancel ou je sais pas quoi. Usul, il est resté quand même longtemps dans un truc un peu où il voulait garder sous son aile aussi pas mal de milieux. Je dirais gauchiste, mais pas sans le dire méchamment, quoi, de milieu qui va pas être très très ouvert à tout. C'est un peu l'inverse de ce que je fais, tu vois. Moi, je vais parler avec un gars, c'est un ancien soralien, il est moitié toujours soralien, et puis en fait, si je fais ça, c'est parce que j'ai conscience de l'urgence et du fait que ça sert à rien d'aller parler à des gens qui sont ultra militants trotskistes, parce qu'en fait, ces gens-là, ils sont déjà de gauche, ils sont déjà dans notre camp, tu vois. Donc à la limite, des fois, faut leur parler parce que les mecs seraient prêts à ne pas voter Mélenchon, à laisser passer Le Pen en disant que c'est pareil parce qu'en fait, c'est pas le communisme les deux. Mais voilà, il faut, pour moi, il faut aller recruter, quoi, aller parler aux gens à qui on parle pas habituellement, quoi. Et moi, je le fais avec des rouges bruns. Wissam, il va peut-être le faire avec des gens, je sais pas, des militants, enfin des gens qui sont pas des militants antiracistes justement, mais des racisés. Il va essayer de parler à ces gens-là. Dany Heras, ils vont peut-être essayer de parler à, je sais pas, une population soit victimes de trucs de genre, soit ils tapent très large, tu me diras, ils vont taper aussi dans des jeunes, je pense, dans aussi tout un milieu marginal, des choses comme ça. En fait, on parle tous à des gens qui sont pas forcément pareils et qui nous ressemblent. Et moi, c'est aussi ça, c'est que moi, je sais que du fait que je sois en province, que j'ai un boulot, que je sois blanc et tout, j'aurais pu tomber dans des trucs un peu à la con parce que j'aurais pu avoir ces affects-là. Alors que quelqu'un qui est un transgenre arabe musulman, il va pas tomber dans les affects réactionnaires, si tu veux. Mais moi, j'aurais pu le faire. Donc je comprends en fait ces gens-là et c'est peut-être pour ça, peut-être que j'ai trop d'empathie pour ces gens-là. Parfois, les gens vont se dire j'ai trop d'empathie, mais en fait, j'en ai vraiment parce que je me dis en fait, je pourrais être à leur place, tu vois. C'est vraiment ça l'empathie. Donc bon, voilà, c'est important, je trouve, d'avoir toute cette galaxie de gauche, mais d'arriver quand même à se parler. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément sur les mêmes lignes, mais on arrive à se parler parce que c'est justement le problème de la gauche. C'est comme on n'est jamais d'accord sur rien, alors qu'on est d'accord sur le principal. Des fois, on s'engueule sur des broutilles. On le voit beaucoup. Twitter, c'est un réacteur à ça. Tu sais, Twitter, t'as des gens. Je pense sincèrement être d'accord avec eux sur 99%. Les mecs m'ont bloqué, je sais pas trop pourquoi, tu vois, et me prennent pour un nazi, tu vois. Genre, enfin, c'est délirant, tu vois. Ou à l'inverse, t'as des gens, t'es d'accord avec beaucoup de choses sur eux, mais tu parles à Wissam, donc en fait, ça veut dire que t'es un islamiste. Et du coup, ça veut dire que t'es plus un interlocuteur à qui il faut parler, quoi, tu vois. Enfin, c'est vraiment dommage, quoi. Donc c'est vraiment cool que les gens puissent voir qu'on peut se parler et que même si on a des lignes un peu différente, qu'on arrive à se parler. Putain, j'avais un truc à dire au niveau de la structuration, t'avais parlé de ça et qu'est-ce que je voulais dire? Ah non, je sais pas. Ce qui est bien en tout cas, moi ce que j'aime bien, ce que j'aimerais rappeler à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, c'est toi là par exemple, t'as fait cette discussion avec Cassandre et Heras là, avec Position Revue. Là, on va faire une vidéo, une collab tous les deux, ça sort samedi.
Du coup, en fait, à nous trois, on représente ce qu'il y a de plus dynamique à gauche sur Internet. Il y a Glupatate aussi. Big up à Glupatate. Moi, j'adore ce qu'il fait, moi. Glupatate, avec qui on a des liens, qu'on discute et tout. Ouais. Donc, on rajoute Glupatate dans l'affaire, tu vois. On a les quatre grosses structures d'influenceurs de gauche qui sont dans cette relation de coopération, de discussion, de trucs. Donc, c'est ça maintenant la nouvelle norme. C'est ça le truc, l'ancien temps où la gauche se criait dessus, se bloquait au machin, c'est des gens qui ne sont pas structurés, ne se sont pas professionnalisés, sont restés sur Twitter, et du coup maintenant ils font leur petit truc sur Twitter, et nous on parle à beaucoup plus de personnes, et on peut imposer la ligne qui nous semble la plus juste, c'est celle-là, tu vois. Donc maintenant, la gauche, comme tu dis, c'est celle qui parle ensemble, qui fait des projets ensemble, même s'il y a encore beaucoup de trucs à faire, mais c'est vers là où on va. En faisant des choses, on change des choses. C'est ça maintenant la nouvelle norme, c'est ça maintenant qu'il faut dire. Ouais, mais je pense qu'on a tous eu une démarche aussi où on a compris où était l'ennemi, tu vois. Et moi, c'est ce qui s'est passé dès le début, tu vois. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'était il y a 3 ans, je crois. J'étais encore confus sur des trucs, hein, mais j'étais déjà plus dans un truc, dans un logiciel où je tapais plus sur la gauche que sur la droite. Et je me suis dit ça directement, je me suis dit, il y a 2 camps au final. Il y a 2 camps, et même si tu dois taper sur la gauche, et je continuerai à le faire quand la gauche dit des conneries, quand une partie de la gauche dit des conneries, il faut quand même arriver à taper sur l'ennemi commun qui est la droite pour nous, tu vois. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis concentré quand même pas mal sur ça. Alors que t'as des gens que je vois qui font plein de vidéos. Les vidéos, elles font 200 vues. Pourquoi ? Parce qu'ils passent leur temps. En fait, c'est des gens de gauche qui passent leur temps à casser les couilles à d'autres gens de gauche pour rien. Et du coup, si tu veux, les gens de droite les regardent pas, et les autres gens de gauche, ils se disent bon bah ok, si tu veux, tu vois, mais en fait ça sert à rien ton truc. C'est des gens, je pense, qui ont perdu le côté pragmatique et l'urgence qu'il y a aujourd'hui dans un pays où il y a potentiellement Bardella président en 2027, tu vois. Ces gens-là, ils considèrent que c'est plus intéressant de casser les couilles à Wissam ou à moi ou à toi que de casser les couilles à l'extrême droite et d'essayer de convaincre et d'essayer de ramener des gens vers nous, quoi. Mais on les a doublement baisés pour 2 raisons. C'est que il y a si on pense en termes un peu capitalistes, c'est qu'il y avait un marché qui s'est développé, qui est le marché révolutionnaire, parce qu'il y a tout qui est en train de se péter la gueule, avec la guerre, avec l'inflation, avec la montée du racisme politique qui est vraiment fort et tout, tu vois, tous ces trucs-là qui fait qu'on a besoin d'avoir notre discours et que ces gens-là n'étaient pas capables de répondre à ces besoins-là, tu vois. Et donc forcément, ces gens-là, on n'avait pas tendance à les écouter, mais on les a aussi doublés par la structuration et la professionnalisation. Je vais caricaturer un petit peu, mais quand tu as Canard qui arrive avec des vidéos en 4K ou Dany Arras qui arrive avec leur rouleau compresseur de stream, tu vois, qui sont ultra performants, ultra techniques, ultra précis, avec la DA qu'il faut, avec le tempo qu'il faut, avec les vannes qu'il faut, évidemment que c'est eux qui gagnent, tu vois. Ouais. Et que si les gauchistes là, ils veulent arriver à ce niveau-là, et ben eux aussi ils doivent se professionnaliser, prendre une caméra 4K, se diviser le travail, penser la technique, penser la stratégie, ce qu'ils sont incapables de faire. C'est justement, je pense que lorsque tu rentres dans la professionnalisation, dans la stratégie, dans la mise en place pratique d'un plan révolutionnaire, que forcément on tend vers la direction auquel on tend, toi, Dany Arras, Canard et tout, quoi. Ah bah oui, donc c'est là-dessus, c'est par la professionnalisation et par le discours qu'on les a battus et qu'on continuera à les battre. Et à mon avis, c'est pas de mal à veille que leur discours va émerger et va donner quelque chose, quoi. Mais je disais ce qu'il nous faudrait, il nous faudrait une sorte d'AFP de gauche, tu vois, une agence France Presse de la gauche YouTube, avec mise en commun des moyens, du matos, des monteurs, des miniaturistes, mais une liberté totale de ligne, tu vois. Mais genre, il nous faut une grande AFP de gauche sur YouTube. En vrai, on avait déjà réfléchi pour d'autres projets avec d'autres gens, avec Pazu, on réfléchissait à ça, mais c'est compliqué à mettre en place, tu vois. Imaginons, qu'est-ce qu'on peut mettre en commun, tout ta structure et notre structure. Les monteurs, hein, nous, ils sont déjà saturés, tu vois. Ouais. La prod, elle est déjà saturée. Alors, on peut donner, comme on a fait, on peut donner des conseils, des trucs. En fait, c'est dur, hein. Le matos, on peut pas se partager le matos. Je sais pas, t'es dans le sud, c'est ça? Non, je suis dans le, le début du sud. Ouais, si tu veux, le centre. Ok, le centre. Mais du coup, il n'y a pas de matos qui est partagé parce qu'on n'est pas tous à Paris, on n'habite pas tous dans un grand immeuble et tout, tu vois. Ouais, mais quand on aura encore grossi, tu vois, on aura tous du matos. Mais en fait, je dis ça, mais c'est même pour...
C'est pour un côté même de structuration parce que ça permet aussi des fois de se partager des trucs. Tu vois, la droite, ils sont en train de s'autodétruire. Pourquoi? Parce qu'ils essaient tous de faire du beurre et ils prennent tous les mêmes sujets tout le temps. Et tu vois 30 000 mecs taper sur les woke, taper sur je sais pas quoi et tout, taper sur le même événement et tout. Et bon, nous, on a l'intelligence de pas le faire sans avoir besoin de se parler, sans avoir besoin de se structurer, tu vois. Mais ça permet aussi de se partager les tâches des fois et puis de pas être tous sur la même ligne, quoi. Mais je dis ça, je sais très bien qu'on va pas faire une AFP de gauche demain, tu vois, mais ce serait stylé. Non, c'est un vrai débat. Hein. C'est un vrai débat. Ouais. C'est toi qui m'as parlé de ça, de Psycho, là. En gros, Psycho, à un moment, tu sais, c'était un peu la hype, plein de gens s'abonnaient à lui, il faisait plein de vues, c'est lui c'était la plaque tournante d'internet politique, tu vois. Et c'est vrai que maintenant, il fait plus de vues et il stagne en niveau d'abonnés depuis 3 mois. Il a pas gagné 1000 abonnés depuis 3 mois, un truc comme ça. Hein. Ouais, mais il s'est fait Moïse. En fait, au début, il disait que je suis neutre, et puis à la fin, le je suis neutre, c'est ouais, je mange avec Conversano, il est vraiment intelligent ce gars-là, tu vois. Et le mec, plus il continue, plus en gros, tout le monde voit qu'en fait il est d'extrême droite. Et du coup, si tu veux un youtubeur d'extrême droite qui fait des news, tu regardes Cro-Blanc en fait. Ouais. Et donc du coup le mec s'est fait totalement s'est fait vider son YouTube et parce qu'il a pas réussi à assumer une ligne, il a pas réussi à évoluer avec la société et à assumer qu'il est d'extrême droite, tu vois. Et donc du coup voilà. Donc du coup voilà, moi j'ai peut-être pris une partie s'il y en avait, je pense qu'il y en avait quelques-uns, tu vois, de gars de gauche qui regardaient des news comme ça. Ou alors ils sont partis chez d'autres newsers qui sont un petit peu moins problématiques, genre je pense à Jordan X par exemple ou des gens comme ça. Et puis il y a Cro-Blanc qui a pris le reste, quoi. Mais je pense qu'il s'est fait baiser comme ça, quoi. Et puis tout le monde voit son petit jeu de dire ah bah non mais je harcèle pas machin, vraiment je suis pas là pour ça, alors que le mec il fait tout pour mettre sous l'eau des gens. Et puis tu sais, dès que les gens sont faibles il leur appuie dessus, tu vois. Les gens qui sont pas faibles, il les laisse tranquilles, tu vois. Mais dès que les gens sont faibles, il fait 30 000 vidéos. Dès que ça les fait chier, c'est vraiment, tu sais, c'est comme les harceleurs à l'école, tu vois. Les gars, s'ils voient que le gamin il répond, il se passe rien. Mais s'ils voient que le gamin est un peu faible et tout, qui répond pas, là, ils vont lui taper sur la gueule et tout à 20. Et enfin, c'est exactement ça, Psycho. C'est insupportable. Et t'as un truc aussi, et c'est là où sur le moyen terme, sur le long terme, on gagne aussi, c'est que j'imagine que Psycho, essentiellement, il est tout seul, il salarie personne, et du coup, les seuls mecs qui veulent bien l'aider pour tenir la ligne, pour réfléchir, pour lui donner des informations, pour lui donner des raisonnements, c'est des bénévoles qui sont un peu les plus politisés du lot, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, son manque de structuration lui a empêché d'avoir des retours qui lui aura permis de ne pas faire ces erreurs stratégiques-là. Et donc, c'est ce manque de structuration par l'avidité du gars, parce qu'il gagne, il doit gagner moins maintenant, mais 4000 balles par mois, un truc comme ça. Par cette avidité-là, il s'est pas structuré et il s'est fait baiser. Ce qui fait que petit à petit, on les chope comme ça. Et puis pareil, tu vois, des droits tardés, comme tu dis, qui passent de YouTube à Patreon, tu sais, pour se faire plus de pognon. Et en fait, c'est pareil, c'est l'avidité de ces gens-là qui veulent individuellement gagner du pognon qui détruit leur discours politique et qui détruit leur structure politique. Ah mais les mecs ont abandonné le discours politique parce que quand tu passes sur Patreon, il y a plus que des gens déjà convaincus qui vont venir, donc ça a aucun intérêt pour faire de la propagande. Mais tu vois, par contre, tu confonds un truc, je trouve, c'est que tu dis, en fait, tu confonds la structuration et le fait de payer des mecs et de salarier des mecs, tu vois. Quand t'as moi pour l'instant, tous les gens qui bossent avec moi, ils sont bénévoles si tu veux. Mais comme c'est un truc où ils ont conscience qu'il y a un aspect politique à la chose, ils sont prêts à tenir la ligne, à faire les choses, on discute et tout, tu vois. Moi, j'aimerais bien, pour tout vous dire, et c'est pour ça qu'il y a un Tipeee qui a été ouvert, et c'est pour ça qu'il y a des choses que j'essaie de récolter de l'argent aussi, c'est pour acheter du matos, mais j'aimerais bien aussi pouvoir payer Mine qui fait mes miniatures, parce que il fait mes miniatures bénévolement depuis le début, il a fait peut-être 500 miniatures, les miniatures c'est les meilleures miniatures du game sur YouTube, je suis désolé Canard, mais les miniatures sont incroyables, tu vois. Et voilà, il bosse à côté, de base il fait graphisme, des trucs comme ça, enfin voilà, il a besoin de travailler à côté. En plus de ça, il fait du bénévolat pour moi. Il est crevé, quoi. Donc, ce serait cool de pouvoir lui donner de l'argent. Là, dans ce cas-là, je trouve ça intéressant. Après, si, moi, sincèrement, c'est que je gagne de l'argent ou pas avec ça, ça changera pas vraiment mon militantisme, je pense. Donc, ça dépend vraiment des situations. Et payer quelqu'un, ça veut pas forcément dire qu'il va être plus impliqué, quoi. Je pense que si tu payes quelqu'un qui n'a rien à foutre de la politique, il va pas devenir impliqué forcément, tu vois. Il va juste être là pour récolter son salaire. Moi, je te pousserais façon à salarier et à salarier les gens. Hein.
Après, on peut résoudre la question de l'embourgeoisement et de rester collé à la société, même si tu as un salaire, je pense. Et surtout, le fait d'avoir des personnes qui vont pouvoir techniquement... Alors déjà, les personnes que toi, tu embaucherais, si on prend un exemple concret, ce seront forcément des personnes politisées. Ouais. Donc, par exemple, Kuro, par exemple, si on prend l'exemple de Kuro ou de Pixel, c'est pas eux qui écrivent les vidéos, c'est pas eux qui donnent la direction de la ligne et compagnie, tu vois. Mais c'est eux qui, par leur retour, par leur montage, ils apportent des trucs, et puis ce qu'on parle, ça me fait sortir et tout ça, et du coup, on peut... Il y a un travail politique qui se fait, et en même temps, ils prennent en charge ce travail technique de faire du montage, et du coup, moi, j'ai plus le temps pour écrire, et puis avec Deb, on a plus le temps de concevoir des trucs, ce qui fait que ça permet aussi d'avoir une plus grande liberté et de temps pour pouvoir perfectionner nos discours, pour pouvoir, à un moment donné, se focus pendant 3 jours sur la finance ou 3 jours sur l'équateur, parce qu'on a besoin de ça, ce qui aurait été impossible avant de le faire, parce qu'il n'y a pas ce salariat-là. Et le fait d'avoir un salariat, ça fait que, quoi qu'il arrive, de toute façon, Kuro et Pixel, ils vont faire leurs vidéos par semaine, quoi qu'il arrive, tu vois ce que je veux dire. Et oui. Que du coup, tu peux planifier en avance sur des projets et tu peux investir. Prenons un exemple. Par exemple, Actu Réfractaire, c'est une chaîne quotidienne qu'on lance où on fait Hugo Décrypte, mais de façon un peu révolutionnaire et cool, tu vois. Et en fait, là-dedans, on a mis en jeu l'association parce qu'on a salarié l'équivalent d'un temps plein, on a 2 personnes équivalent temps plein, et on n'avait pas du tout les financements pour ça. On tape dans la trésor et si ça marchait pas, on aurait dû redemander un financement en décembre et compagnie, tu vois. On a dû faire cet investissement-là, et cet investissement-là, tu peux pas le faire si t'as pas le salariat, parce que tu peux pas investir sur du bénévolat, parce que t'es pas sûr qu'à côté, le bénévolat, il va pouvoir tenir la longueur et faire en sorte que, oui, en fait, tous les jours, le matin, il y a sur le Discord un pad avec le texte qu'il faut dire devant la caméra, tu vois. Et ce salariat-là, ça permet de monter des projets. Et ça qui est trop bien. C'est quasiment impossible qu'avec la structure, pour l'instant, qui est celle qui est derrière ma chaîne, je fasse un truc comme Actu Réfractaire. Ça, on est d'accord. Tu vois, il y a trop de taf, c'est trop compliqué. Mais par contre, le fait de pas être salarié, ça permet aussi, enfin d'être salarié, j'ai un travail quoi, ça permet aussi peut-être à terme de ne pas me mettre trop en avant. C'est-à-dire de pas se dire moi je peux être là tout le temps faire toutes les vidéos, et peut-être qu'à un moment moi je pourrais pas faire toutes les vidéos, et peut-être que émergera des projets avec d'autres gens. Ça peut être intéressant aussi d'avoir des organisations qui se forment comme ça. Et moi je te dis ça, c'est parce que je suis marxiste aussi. Je pense sincèrement que le travail nous transforme, et que le fait d'avoir un pied dans l'appareil de production du pays, c'est intéressant, ça permet de comprendre des choses. Encore une fois, vous, je vous dis pas que vous êtes des grands bourgeois, quoi, c'est pas le souci. Mais je pense que si j'avais une chaîne comme Psycho, je deviendrais peut-être pas comme Psycho, mais peut-être un peu pareil quand même, tu vois. Si j'étais tout seul, que je gagnais 6000 balles par mois à faire des petites capsules comme ça, je suis désolé, mais j'aurais pas le même état d'esprit, je pense. Alors que quand tu dois te lever le matin, faire une réunion de je sais pas quoi, et puis après, en fait, t'es dans le truc. Je trouve que c'est quand même important. Ensuite, pour le bénévolat, je suis d'accord que c'est peut-être moins fiable, mais après, encore une fois, quand c'est du militantisme, tu prends n'importe quel groupuscule trotskiste, et je suis désolé, les mecs, ils sont bénévoles, mais ils sont plus à l'heure que toi au boulot, hein, Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ils sont capables de faire des trucs, mais je suis d'accord que pour vous, ce que vous faites, non, mais c'est impossible d'avoir Canard Réfractaire et Actu Réfractaire avec des gens en bénévole, je pense, tu vois, c'est impossible. Ouais, puis on va pas travailler avec des trotskistes non plus, t'imagines. À quoi ça? Mais du coup, d'ailleurs, je voulais parler d'autre chose. Vous avez réussi à avoir un petit pied dans le média pour aller à la télé, ça c'est la classe, hein. C'est honteux en plus comment ça s'est fait. T'as un mec du média qui a publié genre on va passer à la télé. Moi j'envoie un tweet de est-ce que y a moyen de passer à la télé. On fait une réunion Zoom avec les gars du média, et c'est tout quoi. Et c'est tout, ça a marché comme ça? Mais oui, on n'a rien signé, on a fait juste un Zoom avec Théophile et Nicolas, là, parce que j'ai fait un tweet à moitié troll, et c'est tout. Putain, mais moi je vais leur envoyer un truc, je vais leur dire laissez-moi une émission, ça s'appellera Marx ou crève, et puis voilà quoi. Vous me laissez 10 minutes. Ouais, il faut faire. En plus, ils sont un peu dans la... Ils sont un peu dans la D, parce qu'en gros, ils ont un gros problème de monétisation par rapport à de perspective par rapport à leur chaîne. Ils savent pas si ça va marcher ou pas. Personne sait si ça va marcher, cette merde-là ou pas, quoi, tu vois. Il y a plein de raisons que ça marche, il y a plein de raisons que ça marche pas. Et du coup, eux, ils ont besoin d'avoir un maximum de contenu différent pour essayer de choper un maximum de personnes et pour faire en sorte que ce soit pas que du plateau télé en permanence. Et du coup, ils sont prêts à accepter de travailler avec plein de gens qui leur permettent de donner ce contenu-là.
Même Donc, si tu j'ai peux déjà passer tweeté à des ce- trucs pas gentils sur Sofia Chikirou. Bah ouais. Bah, je veux dire, s'ils ont pris, si ils acceptent de travailler avec Canard, vu notre réputation sur Twitter, je pense qu'ils accepteront de travailler avec toi. Allez, bon, bah, on va leur proposer. Marc sous crêpe, ça peut être pas mal. On fait 10 minutes, pas trop chiant, et puis voilà. Mais c'est bien. Et tu vois, il y a vraiment un bloc un peu de. Il y a Zawa Prod d'un côté, t'as pas du machin, t'as Canard, t'as le média. Ils font les choses bien. En plus, ce que j'aime bien, moi, d'une façon un peu capitaliste, c'est que t'as une concurrence très forte en fait entre Blast et le média, tu vois. Et du coup, c'est cette concurrence-là qui pousse le média à essayer de se démarquer un maximum de Blast et donc de faire toutes les démarches insupportables qu'ils n'avaient pas besoin de faire pour aller à la télévision, pour essayer de se démarquer, pour essayer de choper un nouveau marché, comme quand tu as une entreprise monopolistique nationale qui essaye de négocier des trucs avec des pays étrangers, tu vois. T'as un border de concurrence, toi. Bah, c'est ça qui structure et c'est là qui structure la société. Hein. Et ça, c'est aussi ça. Évidemment que ça force à... Alors, à la fois, en fait, je me suis fait cette réflexion-là sur la concurrence sur YouTube. En fait, la concurrence sur YouTube, c'est gênant quand t'es hégémonique. C'est-à-dire que tu prends les droitards, le fait qu'il y ait 30 000 mecs qui fassent la même vidéo, qui ont tous 100 000 abonnés, ça, je pense, ça devient un peu cancer pour eux et ça diminue, je pense, à terme leur nombre de vues. Il y a des mecs qui vont disparaître. Et je pense que c'est Thaïs Descuffon et c'est Sim qui vont récolter la fin des abonnés, tu vois. Mais par contre, à gauche, moi, j'ai jamais compris pourquoi, quand t'es pas hégémonique, pourquoi il y avait tant de mal à justement partager des petits contenus, des petits créateurs de contenu et tout. Alors vous justement c'est l'inverse, moi vous m'avez aidé, enfin vous avez aidé plein de gens, moi j'ai essayé d'aider des gens, tu vois, mais il y a toujours des youtubeurs qui ont eu peur de mettre en avant d'autres youtubeurs comme s'ils allaient leur prendre leur part de marché, alors qu'en fait quand t'es pas hégémonique, ça a de l'intérêt parce que c'est pas à vase clos, si tu veux. C'est pas parce que Antoine Goya m'a permis, par exemple, d'avoir plus d'abonnés que ça lui a fait baisser son nombre de vues, tu vois. C'est pas vrai, parce qu'en fait, je suis arrivé, il y avait de la place à prendre encore parce qu'on n'est pas du tout hégémonique. Je suis allé pas exactement sur le même terrain. On va tous aller en plus sur des terrains un peu différents et le fait d'avoir une sorte d'effet de groupe où tout le monde voit qu'en fait, il y a un camp de gauche, je pense que c'est bon pour absolument tout le monde, quoi. Donc, c'est encore une critique un peu de ceux aussi qui sont peut-être plus là, tu vois, parce qu'ils ont refusé aussi de faire croquer les copains, tu vois. Mais je trouve qu'on a manqué de ça à un moment. Moi, je sais que j'ai été, alors peut-être aussi que j'avais une image un peu sulfureuse, mais j'ai peut-être été mal vu à un moment et personne me partageait, tu vois, à gauche. Alors que, sincèrement, mes vidéos, elles faisaient grave le taf à l'époque. Mes vidéos sur Valek et tout, je suis désolé, il y a 2 ans, elles étaient bangers, elles étaient bien. Elles ont fait 150 000 vues, tu vois, et les mecs, ils m'ont pas partagé à gauche, tu vois, et c'est un peu con. Est-ce que c'est pas, toi qui as cette culture politique-là, c'est un peu des réflexes de trotskiste, ça, non? D'être un peu parano, de rester dans sa petite organisation. Pas trotskiste, moi, mais oui, non, mais... Non, pas toi, mais justement, ce comportement-là, de pas partager, de rester dans une organisation. Si, peut-être, ouais. Peut-être Je pense qu'on est en train de oh putain, j'arriverai pas à le dire. Détrotskisons le web. Ouais, voilà. Ouais, carrément. Mais surtout qu'il y a la perspective. Alors, on va rester dans le truc du capitalisme, mais nous, on a une perspective révolutionnaire, tu vois. Ce qui fait que, quoi qu'il arrive, et on avait parlé de ça justement pour préparer cette émission incroyable, tu sais, le truc au Canard, on ne vise pas le public qu'on a, on vise 10 fois le public qu'on a le moment où ça va péter, tu vois. Oui. Et le moment où ça va péter, on veut avoir la structure qui va permettre d'avoir ce truc-là parce que on sait très bien que quand il va y avoir des révoltes qui vont arriver, quand il va y avoir des manifestations, des grèves, des trucs comme ça, si on arrive à il y aura besoin d'avoir des discours comme nous on a, et si on arrive à avoir le bon discours et à balancer les bonnes vidéos parce qu'on a la bonne structure, là ça va prendre. Et du coup, tu as ce truc-là de toute façon, notre perspective elle est tellement plus loin que de faire des vues. Parce que on va faire beaucoup plus de vues plus tard, mais tu as aussi, on va utiliser le Canard pour structurer des mouvements, structurer des groupes, structurer des idées pour essayer petit à petit de se rapprocher toujours plus de la prise du pouvoir. Et que donc, cette perspective-là fait qu'on s'en bat les couilles de savoir est-ce que tu vas me piquer des vues ou est-ce que tu vas me piquer des tipeurs. Parce que le développement qu'on a en face de nous est tellement plus grand d'un point de vue médiatique et d'un point de vue révolutionnaire qu'on s'en bat les couilles, quoi. Non, mais bien sûr. Il y a un truc comme ça. Non, mais c'est un truc, pour le coup, qui ressemble un peu on revient au truc de Méluche, à la révolution citoyenne, tu vois, le fait d'avoir, mais toute révolution, hein, je dis, mais je veux dire, le fait que là,
un petit groupe de personnes conscientisées, machin, mais que les autres, il leur faudra peu pour basculer dans un processus révolutionnaire ou parfois même contre-révolutionnaire. Et on l'a vu là pendant le mouvement des retraites, pendant les Gilets jaunes, en fait, comment, tu vois, du bouche à oreille, comment les choses d'un coup partent. Mais on en revient souvent aux Gilets jaunes avec toi, mais c'est passionnant quand même de voir. T'as des mecs sur un groupe Facebook qui commencent à rager, organiser un truc. Et ça finit, c'est un des grands événements de mouvement social du 21e siècle en France, quoi. Enfin, c'est bluffant. Et tu vois, en fait, qu'il suffit parfois d'une étincelle, tu vois, pour que ça commence à prendre comme de l'essence, tu vois, un peu. Enfin, c'est marrant. Et là, ce qui a manqué, justement, c'est des organes d'organisation, tu vois. C'est des structures qui permettaient de pas s'éparpiller, qui permettaient de pas se faire piéger. C'est des contre-discours médiatiques. Parce que les médias ont été... au début, quand ils ont cru que les Gilets jaunes seraient de droite, ils ont été un peu cool avec. Et puis après, quand ils ont compris que c'était finito, qu'ils ne seraient pas de droite, ils ont commencé à dire que c'était des mangeurs d'enfants. C'est pour ça qu'on a besoin de structures politiques, quoi, pour pouvoir répliquer. Ouais, il y a deux choses, je ne suis pas d'accord avec toi. Enfin, c'est des détails, mais pas tant que ça. Je ne crois pas que c'est l'étincelle qui fait que tout brûle, tu vois. Je crois qu'il y a un travail politique très profond qui ne passe pas par des discours de gauche, en fait. Si on reprend la terminologie padurinienne, là. C'est qu'en gros, le travail politique essentiel, majoritaire, écrasant aujourd'hui en France, c'est l'inflation. C'est ça le travail politique qui est en train d'être fait partout et qui fait que tout le monde est en train de réfléchir et que tout le monde se prépare à un moment donné, il va falloir y aller. C'est ça qui fait le travail politique, le gros du travail politique. C'est pas Canard, c'est pas Dany Heraz, c'est pas Usul, c'est pas toi, c'est ce truc-là. Et ce qui fait que, en fait, le moment où ça pète, c'est le moment où tout ce qu'a préparé l'inflation, toutes les conditions matérielles qu'a créé cette inflation-là, se cristallisent dans un mouvement social. Et le truc, c'est que nous, on n'a pas de contrôle sur ça. On n'a pas de contrôle sur ce mouvement social qui va se cristalliser. On n'a pas de contrôle sur quand est-ce que ça va se faire véritablement, dans quelle direction ça va aller et tout. Enfin, on maîtrise pas ça, tu vois. On maîtrise pas ce truc-là. Donc, pour moi, l'objectif, c'est pas tant d'être l'organisation qui permet à toutes ces choses-là d'organiser, mais d'avoir la structure pour faire en sorte que, bon, évidemment, de participer un peu au fait que ça pète, de participer dans des moments un peu de calme, à diffuser des idées et compagnie, évidemment. Mais au moment où ça pète, d'être un peu cet organe central qui va pouvoir parler à 100 000 personnes et qui va pouvoir dire à ces 100 000 personnes, là, il se passe quelque chose d'important, faites des collectifs, faites des groupes et organisez-vous. Mais pas genre nous qui organisons les choses, nous qui disons à des personnes, à des militants qu'on a formés depuis des années avec nos vidéos, de prendre la responsabilité et de proposer ces idées-là. Et parce que peut-être, espérons-le, et c'est tout le travail qu'on doit faire, d'avoir dire le bonne chose et la bonne stratégie qui va permettre, dans ce contexte-là, de cette crise-là, de ces manifestations-là, de prendre et que les gens vont pouvoir après se saisir, se politiser et continuer. Mais tu vois, après, avec toujours le... C'est intéressant ce que tu dis et je pense que c'est le rôle en fait un peu c'est le rôle un peu de nos médias en fait. On fait pas de la propagande qui vient de haut pour essayer de forcément aller à l'encontre d'une dynamique matérielle, parce qu'en fait ça ne marcherait pas. Mais on fait presque, c'est pas du biais de confirmation, mais en fait on dit presque aux gens ce qu'ils savaient déjà qu'il faut faire, tu vois, ou ce qu'ils savaient déjà qu'ils pourraient penser, mais qu'ils n'arrivent pas à penser s'ils ne voient pas quelqu'un le dire. Et moi, j'ai souvent l'impression d'être là-dedans, tu vois, de répéter beaucoup les choses, de faire des capsules. J'invente pas la poudre, c'est pas incroyable, tu vois, mais les gens se disent, ah bah tiens, Padu, il pense comme ça, donc je m'autorise à penser comme ça, parce que j'ai vu, en fait, pour en revenir à Psycho et Cro-Blanc, j'ai vu que ça marchait comme ça, tu vois, j'ai vu qu'il y avait des gens... à force d'entendre quelqu'un dire ah ouais en fait le problème en France c'est peut-être qu'il y a des Arabes dans les bus qui peuvent te tabasser, tu vois, ils s'autorisaient leur racisme, tu vois, qui ne s'autorisaient pas avant, tu vois. Et bien je pense que nous faut qu'on fasse pareil, tu vois. Les gens savent très bien qu'il faut s'organiser dans un comment ça s'appelle si ça pète, tu vois. Ils savent très bien qu'il faut s'organiser, mais ils vont pas forcément le faire. Et là ils vont entendre Johan qui dit les gars, faut s'organiser. Regardez à Strasbourg ils sont en train de s'organiser. Regardez ils ont fait comme ça. Ils auraient pu le réfléchir, mais en fait ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui vient leur dire et d'avoir d'autres gens qui viennent leur dire pour créer une dynamique de groupe, parce qu'on est un être social, tu vois, c'est très dur de se mettre en marche tout seul, et si tu vois que les autres sont en train de le faire, t'as envie de le faire, quoi. C'est pour ça que c'était super intéressant pendant le mouvement des retraites. Moi j'ai fait des vidéos là-dessus, t'as fait des vidéos là-dessus, et je pense que ça participe aux dynamiques, tu vois. Ça leur permet d'exister, tu vois. Mais t'as un rapport un peu dialectique là-dedans. Ah bah oui, il y a un rapport clairement dialectique, ouais. Ce mot dialectique est incroyable, moi ça me fait beaucoup rire. Ouais. Mais incroyable de penser avec ça. Et peut-être le truc de
Nous, on pensait beaucoup ça avec Déby. Donc, en gros, Déby, c'est quelqu'un qui a une grosse culture politique, marxiste et compagnie, tu vois. Comparé à moi, qui n'a pas du tout cette culture-là. Du coup, c'était un peu la rencontre de ça. Et à chaque fois qu'on fait des vidéos, qu'on écrit des vidéos, on essaie de casser toutes les tendances gauchistes qu'on a, d'essayer de faire un tract, mais pendant une vidéo de 10 minutes, tu vois. Et ce qu'on essaye de faire de temps en temps, ce qu'on fait pas assez, ce qu'il faut falloir faire plus, c'est de prendre des éléments de choses qu'on connaît, de ce qui s'est passé, tu vois. On sait qu'il s'est passé les révoltes de 2005, on sait qu'il s'est passé les gilets jaunes, on sait qu'il est en train de se passer l'inflation, on sait que là, maintenant, il faut pas louer ou il faut pas acheter des appartements, machin. On sait toutes ces choses-là, tous ensemble, parce qu'on vit une même réalité et malgré ce que disent les droitards, on est de plus en plus unitaires dans cette culture parce que les médias, parce que Internet, parce qu'en fait, on est tous construits un peu par les mêmes événements historiques qui vont s'accélérer et se répéter de plus en plus. Et que du coup, le gros travail qu'il faut faire, c'est juste de mettre en relation le fait que le loyer, l'inflation, Bernard Arnault, le truc, le machin, tout ça c'est lié et ça va dans la même direction. Il faut juste lier ces choses pour créer un discours et pas forcément créer à partir de rien un discours qu'il faudrait apprendre aux autres à répéter en mode ça c'est la doctrine marxiste, ça c'est le capital, il faut relire ça, il faut répéter ça avec les mots de machin. C'est de prendre ce qu'on a déjà en commun pour lui donner la direction que ces trucs-là donnent déjà. C'est la structure capitaliste qui fait que tu as l'inflation, les loyers. Donc, on va là-dedans et on propose des stratégies. Et la stratégie, c'est quoi? La stratégie, c'est faire mieux que les gilets jaunes et c'est faire mieux que les syndicats parce qu'on on a participé à ça et on a tous la critique de ça. Et du coup, nous, on fait que assembler ce qui existe déjà et qui est dans notre culture à nous. Et la culture à nous j'allais dire le peuple, mais nous tous là, tu vois, de toi, moi et des gens aussi parce qu'on a les mêmes références en réalité. C'est juste qu'il faut je crois qu'il y a un truc qu'il faut qu'on ait de plus en plus, c'est de ne parler que de la culture qui est en commun et d'accepter que cette culture qu'on a en commun, c'est cette culture qui est politique et qui est la culture révolutionnaire, je crois. Je crois que toutes les petites anecdotes compilées sont bien plus révolutionnaires dans leur expression que l'expression marxiste, trotskiste traditionnelle, tu vois. Mm. Je parle pas des raisonnements, des analyses, je parle de l'expression de la culture. C'est deux choses différentes, quoi. Là, ce que j'aime bien dans ce que tu dis un truc, je crois que c'est Lénine qui dit ça, il dit seule la vérité est révolutionnaire, tu vois. Et c'est un peu ça, tu vois. En fait, toi, t'es en train de dire le mouvement réel des choses va déjà vers ça, et nous, on fait juste dire, regardez, ça va vers ça. Mais après, il faut pas tomber dans un anti-intellectualisme, dans le sens où, en fait, c'est deux choses différentes. Si tu veux parler à 300 000 personnes et t'es dans l'urgence, tu vas pas leur parler de théorie, tu vois. Mais pour ceux qui essaient de réfléchir, et j'imagine que c'est votre cas au Canard, on est bien obligé d'essayer de réfléchir à ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça, tu vois, le livre de Mélenchon, si je le critiquais, c'est parce que c'est pas un tract, tu vois. Je le critique parce que c'est un livre qui se présente comme un livre de théorie. Alors si on me dit que c'est juste un tract, à la limite, c'est un peu différent. Mais si c'est un livre de théorie, on a le droit de le critiquer et de dire que c'est un livre anti-marxiste, tu vois. J'ai le droit de dire ça, j'ai le droit d'essayer de le prouver, d'essayer de prouver que sa théorie, elle est fausse, tu vois, enfin, des choses du genre. Parce que la théorie, ça sert en fait à être une boussole. Quand tu veux montrer le chemin aux gens, t'es pas là en train de leur montrer la boussole. Tu leur montres avec ta main et tu leur montres clairement où c'est. Tu leur dis, faut passer devant cette table, faut passer devant ça. Mais toi, t'as besoin de la carte, de la boussole pour essayer de connaître ça à l'avance. Donc en fait, ça s'exclut pas. Bien sûr, il faut pas être chantesque. Mais d'ailleurs, c'est pour ça aussi que moi je fais les choses sur YouTube. Quand je suis allé sur YouTube, je me suis dit, mais en fait, il y a personne qui pense exactement ce que je pense et qui est capable de le dire à beaucoup de gens. Moi je regarde plein de trucs sur YouTube, tu sais, qui sont des conférences chantesques et tout, et je me dis ça c'est intéressant, mais c'est intéressant pour 200 personnes, tu vois, c'est pas intéressant, la plupart des gens ils trouvent ça chiant, le son est d'extrême gauche, des fois c'est même coupé au milieu de la conférence et tout, et on a besoin d'avoir des discours qui sont accessibles, et des fois je sacrifie presque un peu de théorie, donc c'est un peu moins précis, et du coup je vais me faire taper sur les doigts par un gauchiste, parce que j'ai envie que ce soit clair et que les gens comprennent un peu ce que je raconte, tu vois. Et c'est toujours c'est toujours ça qui est compliqué, mais faut pas tomber dans l'anti-intellectualisme non plus, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais de toute façon, moi j'ai un peu vécu ce truc-là, c'est que moi j'ai jamais été très intellectuel, enfin très livre, très conférence, très les trucs chantos un peu. Et ce qui fait que j'avais pas ce truc qui permettait de renouveler les choses là, tu vois. D'avoir cet apport théorique qui est que, en fait, Lénine et son impérialisme permet de comprendre les relations internationales et que du coup, on peut aller 20 ans en avance et qu'on n'est pas obligé d'avoir un discours anti-états-unien des années 90, tu vois. Et en fait, ce truc, c'est
c'est important d'avoir cette théorie-là si tu veux pouvoir essayer de comprendre un peu le monde et après avoir ce discours-là. Et moi, j'ai jamais eu un rapport qui permettait d'avoir justement accès à ces trucs-là facilement. Et c'est justement avec, par exemple, avec Debbie qui, elle, a tous ces trucs théoriques-là qui permettent d'avoir ces retours-là et qui permettent de se mettre à jour et de pas se répéter. Et c'est là où je crois que les droitards, des droitardés, on est sur pas du ring, qui disent en gros un peu toujours la même chose et qui ont très peu de théories et très peu de nouveaux concepts à déployer, tu vois, ils ont que des mots qui répètent et qui changent un petit peu, alors que, tu vois, si Psychodélique ne sait pas quoi dire, il va répéter la même chose. Si moi, je répète toujours la même chose parce que je sais plus quoi dire, et ben, je demande à Déby, et puis on part sur l'impérialisme, on part sur le capital, on part sur d'autres trucs, machin. Ce qui fait qu'on peut toujours aller plus loin et toujours mieux comprendre la situation quand les droitards, eux, sont un peu coincés dans le truc. Ce qui fait que même les discours qu'on a, même les discours d'urgence, comme tu dis, sont en fait des discours marxistes parce qu'ils sont imprégnés là-dedans. Et c'est parce que tu as une bonne compréhension du système et que tu arrives à bien lier les trucs que ce discours d'urgence populiste qui va permettre de mobiliser et qui n'est pas théorique, en fait, il va fonctionner parce qu'il repose en passif un petit peu sur cette théorie qui a été travaillée pendant pas mal de temps. Et tu as un truc de timing qui apparaît et qui est très net en fait quand tu travailles, surtout nous au Canard, où on travaille tous les jours pour ça. C'est que quand tu es genre les révoltes des banlieues, c'est pas là où tu vas faire des grandes théories. Moi, révolte des banlieues, il fallait absolument faire des vidéos rapidement, les monter rapidement. Donc, j'ai balancé tout ce que j'avais à peu près compris des 2 lives que j'ai vus de Wissam, tu vois, pour essayer de faire un truc à peu près basé à 80%, tu vois. Et en fait, t'as été super réactif d'ailleurs à ce moment-là. Et quand t'as pas, et puis après, vu que Deb a eu toutes les implantations, du coup, on a pu corriger les trucs au fur et à mesure, de pas dire ce mot-là, mais plutôt ce mot-là. Et après, une fois que les banlieues étaient terminées et qu'on est passé en mode vacances d'été et compagnie, là, c'est à partir de là où on peut réfléchir plus à de la théorie et moi être dans l'urgence et pouvoir parler pendant des heures et des heures de l'Équateur. On a écrit une vidéo sur le capital. Donc, en gros, on va expliquer un peu comment fonctionne le capital, les profits, les salaires et compagnie par rapport à la crise de 1929, qui va sortir, j'espère, dans un mois, un truc comme ça. Et ça, on l'a fait pendant un moment de pause. Et quand ça va repartir, tout ce qu'on a accumulé sur l'Équateur, sur le capital et compagnie, on va le ressortir dans les discours d'urgence. C'est une dynamique comme ça qui se fait en fonction de la météo sociale. Clairement, il faut faire ça. Bah, c'est pour ça d'ailleurs là que j'ai un peu réduit moi mon rythme de vidéos. Avant, à un moment, je sortais 2 vidéos par jour. Mais bon, là, vous sortez plutôt une vidéo par jour déjà, parce que quand tu sors 2 vidéos par jour sur la même chaîne, tu diminues le nombre de vues de chaque vidéo, donc ça n'a pas tant d'intérêt que ça. Et en plus de ça, du coup, je faisais des trucs des fois qui me faisaient pas si plaisir que ça, des vidéos un peu des capsules, vraiment de drama et tout. Je veux dire, je suis pas psychodélique, quoi. Ça, c'est pas si bien que ça. Quand c'est vraiment du pur drama et tout, ça me casse un peu les couilles. Et ça me permet aussi d'avoir le temps de lire et tout, parce qu'au bout d'un moment, sinon tu te répètes. Donc il faut pouvoir lire des articles, il faut pouvoir lire des trucs et tout. Et c'est comme ça que t'avances, quoi. Sinon, bah déjà tu te fais chier, et puis sinon, ouais, tu boucles, quoi. Tu deviens con. Moi, ça me fait marrer, c'est l'histoire. Moi, je suis un border de Lénine, mais quand Lénine, là, il est en Suisse et qu'il lit Hegel, tu vois, il lit la logique de Hegel. Le truc, c'est imbouffable et tout, c'est ultra long. Et tu vois un gars qui est un grand révolutionnaire, qui est vraiment, lui, on peut pas dire qu'il est pas dans le réel, tu vois, qu'il est pas pragmatique. Il prend son temps, il lit ça, et après, il va revenir en Russie. Et quand il est en Russie, il est pas là aux gens, il parle pas d'Hegel aux gens, tu vois. Mais genre, ouais. En fait, tu sais qu'il en a tiré des trucs par rapport à la dialectique, notamment. Et tu sais qu'en fait, ça sert aussi, tu vois. C'est comme les mathématiques, je veux dire, les théorèmes mathématiques, de base, dans ta vie de tous les jours, tu te dis ça sert à rien, mais t'es bien content quand tu veux poser, je sais pas trop quoi, du carrelage, de savoir calculer combien il faut de carrelage dans ta pièce, quoi. Il y a un truc, il faut pas que j'oublie ce que je voulais dire. J'ai oublié. Oui, t'as un truc aussi qui est très un peu castriste dans la façon de penser, je crois, si je dis pas de bêtises, de dire en gros le niveau politique nécessaire à une révolution socialiste, surtout aujourd'hui, est tellement élevé qu'on ne peut pas se passer de ne pas être très précis et très pertinent dans ce qu'on dit de toute façon. C'est-à-dire que Macron, il peut dire n'importe quoi pour se faire élire. Il n'a pas besoin de millions de personnes ultra politisées qui sait déjouer les propagandes et qui sait comprendre les enjeux nationaux et internationaux et faire des liens avec tout ça pour gouverner. Par contre, quand on va faire une révolution socialiste en France et qu'on va se poser cette question-là, de savoir comment est-ce qu'on gouverne, là, il va falloir des millions de personnes qui comprennent c'est quoi la propagande, qui comprennent c'est quoi les enjeux économiques, qui comprennent qu'à partir de ce moment-là, il faut faire grève, qu'à partir de ce moment-là, il faut empêcher les gens d'aller, je sais pas, à la défense, je sais pas quoi, qu'à partir de ce moment-là, il faut retirer l'argent de la banque et que malgré les erreurs ou malgré ce qui est dit, il faut continuer à aller sur le schéma.
Mais oui. Du coup, à la fois, on a ce truc-là de, il faut qu'on arrive à parler à un maximum de personnes, et on a ce truc-là de, à la fois aussi, il faut que tous ensemble, on monte politiquement pour qu'on soit capable de tenir le choc, quoi. C'est là aussi la principale reproche qu'on peut faire, genre à la NUPES et compagnie, c'est de céder sur le terrain théorique et révolutionnaire, tout en essayant, de façade, de garder un programme qui est quand même un peu révolutionnaire, quand même, l'avenir en commun. Ouais. Et du coup, ça marche pas comme ça. Et du coup, le travail qu'il faut faire, c'est de transformer ensemble la société, et ensemble, tous ensemble, parce que rapport dialectique, MDR, transformer suffisamment la société pour qu'elle soit prête dans cette révolution socialiste-là, parce que l'exigence, elle est énorme. L'exigence, elle est énorme, surtout si la France y va, quoi. Bah, exactement. Mais c'est pour ça qu'il faut deux choses pour ça. Il faut à la fois une théorie révolutionnaire, et en plus, Mélenchon, il dit, là j'ai la 4e de couverture, l'action est aveugle sans la théorie est vaine sans l'action. Je propose ici une grille d'analyse pour trier et interpréter les faits auxquels nous sommes confrontés. Il faut une théorie révolutionnaire. Il faut une théorie révolutionnaire, et cette théorie révolutionnaire, je ne pense pas que ce soit la sienne pour le coup de ces histoires du peuple et tout. Et pourquoi il faut une théorie révolutionnaire? Tu vois, genre au Chili, tu vois, en fait, toutes les révolutions citoyennes qui ont foiré, pas parce qu'elles ont foiré, parce qu'on n'a pas réussi l'élection, parce qu'après l'élection, en fait, il se passe rien, parce que la constituante au Chili a été reprise en main par la bourgeoisie, par la propagande, par des trucs comme ça, tu vois. Si on veut élire Mélenchon, on élit Mélenchon, il y a une constituante, et que les gens, ils ne sont pas prêts, en fait, qui ne sont pas prêts dans leur tête à être socialistes, ou à sortir, au moins avoir un programme de rupture. Moi, je vous parle pas de demain, je sais bien qu'on va pas instaurer, j'espère qu'on le fasse, mais je pense pas qu'on va instaurer le communisme là dans 6 mois, quoi. Mais à vraiment avoir un programme de rupture avec le capitalisme, avec le néolibéralisme, avoir un truc écologique et tout. Si on veut pouvoir faire ça, quand on fera la constituante, il faut que les gens, ils aient un certain niveau de conscience. Donc, faut arrêter de leur mentir, les prendre pour des cons en disant, on dit n'importe quel mot, on pense n'importe quelle théorie pour essayer d'être élu. On n'est pas dans la pure propagande, on est aussi dans la formation politique. Et en plus, Mélenchon il est très bon pour ça. C'est ça qui m'énerve, c'est que Mélenchon c'est le meilleur d'entre nous pour parler, pour arriver à faire rentrer des idées dans la tête des gens. Il est trop bon pour ça. Et donc on a envie qu'il se radicalise. Et nous, on fait pas une critique de droite de Mélenchon en disant ah non c'est un islamo-wokiste. On fait une critique de gauche. On dit si tu veux faire mieux, il faut que ta théorie soit mieux aussi, quoi. C'est ça qu'on dit. Donc pour avoir ça, il nous faut à la fois de la théorie, mais il nous faut aussi un putain de parti, tu vois. Il nous faut aussi un putain de parti. Et ça, encore une fois, alors ça c'est pas la faute de Mélenchon. Je pense ce qu'il a essayé de faire avec la NUPES, mais je pense qu'il s'est fait baiser. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait un truc où on s'organise entre nous, où on est présent massivement, qu'on ait un parti de masse. Dans les années 40, 50, 60, tu vois, tu pouvais avoir autant de propagande que tu voulais. Quand t'avais dans les usines, t'avais un mec sur 2 qui était au PCF ou à la CGT et qu'on lui expliquait, bah regardez le PCF, c'est des méchants staliniens. Bah le mec disait, bah non, mais moi je connais Jean-Mi, il est gentil, tu vois, et il est au PCF, tu vois. Et ben là, faut que ce soit pareil. Il faut que des gens de gauche s'organisent, qu'ils soient dans un parti et que les gens comprennent qu'en fait, ce parti-là, c'est pas des mangeurs d'enfants, c'est des gens qui veulent juste que plus tard, nos enfants, ils aient une école qui marche bien, un hôpital qui marche bien, qu'on arrête de se faire exploiter, qu'on arrête d'exploiter la planète et tout ça, quoi. Et donc, on a besoin de théories et d'un parti, quoi. Et ça, c'est tout ce qui nous manque aujourd'hui, quoi. Tu veux dire bonjour au peuple de gauche? Bonjour le peuple de gauche. Salut, ça va bien? Et du coup, oui, il y a quelqu'un dans le chat qui dit c'est quoi la différence entre la NUPES et un parti de masse? Mais la NUPES, c'est pas un parti de masse. Un parti de masse, c'est un parti qui est impliqué dans les masses, qui a vraiment pied dans les masses. C'est-à-dire voir des, je sais pas, tu vas dans ton lieu de travail, est-ce qu'il y a des militants FI, PCF, PS et ELV? Pas tellement en fait. Et qui est aussi dirigé par cette masse. Et donc la direction par la masse, c'est aussi une question de contribution, tu vois. Tu peux pas avoir des partis qui soient subventionnés totalement par l'État ou subventionnés par des milliardaires. Il faut que ce parti-là, il ait une cotisation, tu vois. Ça, c'est important. Et on se fait bien baiser quand on a un parti qui n'est ni dans les masses ni financé par les masses, parce qu'en fait c'est un truc qui vient d'en haut et qui dit ah ouais j'ai essayé d'administrer mieux, vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Mais nous on veut pas en fait faire confiance, on veut se faire confiance à nous, pas faire confiance à des mecs qui nous disent qu'ils feront mieux et qui si ça se trouve feront comme Podemos ou comme Syriza et ça fait chier quoi, ça fait chier ouais. Parce que moi je pense sincèrement, moi Mélenchon je l'aime beaucoup, tu vois, c'est pas le souci, mais je pense qu'on a besoin d'aller plus loin pour faire mieux. Moi en tant que bon mélenchoniste, je dis que Mélenchon ne suffira de toute façon jamais, tu vois. Bah oui, mais en fait, de toute façon, quoi qu'il arrive, moi, c'est ça la phrase que j'aime bien dire, c'est quoi qu'il arrive, on ne pourra pas faire l'impasse d'assumer nos responsabilités révolutionnaires, si on utilise des grands mots. Et que de toute façon, on va pas pouvoir tout déléguer à Mélenchon.
Et que de toute façon, l'avenir en commun ou LFI, même si c'est la ligne Mélenchon-Panot qui gagne, ça suffira pas et ça suffira jamais. Et on fera pas l'impasse de la responsabilité qu'on a et du taf qu'on doit faire. Mais là où moi, je serais un peu plus sceptique sur ce que tu dis sur les partis, je crois que les conditions matérielles, notamment les rapports de production qu'il y avait à l'époque du PCF quand il était grand, ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Bien sûr. Et je doute que... Alors, on est d'accord sur le parti, c'est globalement l'organisation de masse révolutionnaire, tu vois, et que c'est pas le PCF ou le truc très forcément centralisé comme on a le truc stalinien. On est d'accord là-dessus. Mais moi, je me demande du coup, quand on pose ces termes-là, quelle forme doit avoir un parti révolutionnaire aujourd'hui, alors qu'il n'y a personne qui est hégémonique, alors que tout le monde peut aller voir les discours de n'importe qui, alors qu'il n'y a pas une culture, un folklore révolutionnaire qui permettrait que tous les gens aillent là-dedans, parce qu'en fait, on a accès aussi à la culture droitard, on a accès aussi à cette culture populaire-là, à ce truc-là. C'est fait que c'est beaucoup plus difficile de fabriquer des militants comme le PCF en fabriquait, et qu'aujourd'hui, on fabrique plus des choses comme ça. On n'a pas le contrôle là-dessus. Mmh. Et en fait, là où il y a un truc que je trouve intéressant dans le terme peuple, c'est qu'il désigne à la fois un acteur politique, qui est on se bouge le cul, on fait des trucs à la gilet jaune, à la Sri Lanka, et en même temps cette confusion culturelle entre guillemets de personnes très différentes qui ont des discours très différents parce que Internet, parce que la désyndicalisation et compagnie, qui fait que on se rassemble sur des choses qu'on a en commun, c'est-à-dire la démocratie, c'est-à-dire l'inflation, et qu'on a du mal à créer cette culture révolutionnaire. Et c'est difficile de savoir, et c'est ça qu'il va falloir regarder avec très grande vigilance et être réactif par rapport à ça, c'est de savoir quelle forme va prendre cette culture révolutionnaire-là et l'appuyer au moment où elle va apparaître. Est-ce que ça va être quelque chose ça va pas être socialiste rouge, tu vois, mais dans quelle direction ça va prendre? Il va falloir le comprendre et lui donner de la force à ce qui va exister et pas essayer de trop préempter ce qui va se passer. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pour ça que avec Roussel, tu sais, qui dit oui, on va envahir les préfectures, les machins. Non, c'est pas un mec à la télévision qui est pote avec Darmanin qui va décider de comment est-ce qu'on va s'organiser et de quelle action on va faire. Et donc, mais comment est-ce que ça va se construire? Comment est-ce que ça va se faire? Ça va être ça le gros enjeu. À quoi va ressembler ce parti révolutionnaire qu'il nous faut? Comment est-ce qu'il va s'organiser avec LFI? Comment est-ce qu'il va s'organiser avec les manifestations? Comment il va s'organiser avec le racisme qui est la division de classe, etc. Ça va être ça qui va être très intéressant et j'ai du mal, moi, à savoir encore quelle forme ça va prendre. Il va falloir être vigilant et très réactif. Moi, je suis d'accord avec toi, mais en fait, je pense qu'il y a deux écueils. Il y a deux écueils et le premier écueil, c'est de bander sur des partis qui sont morts. C'est-à-dire de bander sur le PCF des années 60 en disant c'était mieux avant, c'est ça qu'il faut faire, alors qu'en fait oui bon c'est plus possible, en fait c'est plus le même rapport de production. C'était plus simple de créer un parti quand t'avais 3000 mecs dans une usine qui passaient toute leur vie dans un CDI dans cette usine, qui allaient bouffer évidemment c'était plus simple, tu vois. Ouais. Donc maintenant c'est plus possible, ok. Mais il y a le truc inverse, qui a un peu cette conscience de petit bourgeois qui a fait une école, qui a fait Sciences Po, qui a fait je sais pas trop quoi, et qui se dit ouais en fait on va juste gouverner le peuple et tout, faut juste qu'ils votent pour nous et vous inquiétez pas, après on fera tout. On sait que ces gens la trahissent quand c'est comme ça. Moi là j'ai vu l'interview d'Aymeric Caron chez À Gauche. Le mec ne sait même pas ce que c'est une classe sociale, il te dit ah non mais bourgeoisie ça existe plus. En fait ces mecs comme c'est des bourgeois ils te disent ça n'existe plus. C'est exactement comme les blancs qui te disent ah bah moi je vois pas le racisme. Bah tu vois pas le racisme évidemment mec, tu le subis pas, tu vois. Et en fait ces mecs là c'est pareil, ils gagnent 7K par mois depuis 1000 ans et ils voient pas la bourgeoisie. Bah ouais ok, c'est des mecs qui sont class blind. Et donc du coup bah c'est comment on fait pour sortir de cette binarité entre l'AFI qui a un mouvement qui est totalement centralisé, totalement antidémocratique, mais qui est bien, hein, qui était utile à un moment donné, voilà, mais qui a un outil, une sorte de start-up pour essayer de gagner les élections, et puis de l'autre côté un parti qui n'est plus faisable comme c'était avant. Et je pense que, j'ai pas la solution à tout là-dedans, mais je pense qu'on doit refonder, bon, on peut refonder à partir de l'AFI, on peut refonder à partir d'autres choses, donc il faudrait à la fois que les bureaucrates prennent un risque, parce que c'est quand même un risque de faire ça, même si évidemment si l'AFI continue de grandir, ils pourront rester en place, mais il faut qu'on ait un parti qui soit à l'image aussi de la société qu'on veut. Et donc il faut de la révocabilité des élus, il faut des choses comme ça, et c'est ça qui est dur avec les bureaucraties actuelles, c'est que si on n'a pas de révocabilité des élus, si les mecs ils continuent à se rincer pendant des années, je veux dire l'affaire Quatennens c'est exactement ça. L'affaire Quatennens c'est un mec qui est le petit protégé de Méluche et qui du coup alors même que la base est pas forcément pour. Alors la base est peut-être pour parce qu'il y a des insoumis qui l'aiment bien, tu vois, mais c'est problématique si tu veux qu'on n'ait pas un parti où nous on est un peu la main dessus parce qu'on donne de l'argent et parce qu'on a et parce que c'est notre parti, quoi.
C'est quand même très dommage, quoi. Mais c'est pas. Moi, je suis un peu team Raz. Hein. Pour moi, je ne voterai LFI que si c'est Mélenchon qui décide de tout, tu vois. En mode, je sais très bien quelle merde c'est de faire les trucs avec les bourges et tout et compagnie. J'ai pas confiance à qui que ce soit à part Mélenchon et un peu Panot. Donc, je veux que ce soit eux qui se chargent et qui résolvent ce problème-là. Quitte à ce que nous, on s'occupe du reste, tu vois, c'est ce que je disais, c'est que eux, ils résolvent le problème de changer la constitution au niveau de l'État et de faire baisser la répression de l'État, et nous, on continue de s'occuper de notre travail, qui sera le travail de notre vie, qui est de transformer cette société-là. Est-ce qu'ils le feront, tu vois? Pourquoi est-ce qu'on peut très bien avoir un parti avec une exigence de représentabilité de la société civile, tu vois? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir un parti où on a 20% d'ouvriers, 25% d'employés, quelques agriculteurs, tu vois, qui nous représentent? Parce que ça, je suis désolé, ça nous empêchera d'avoir des mecs qui sont des traîtres, qui n'ont jamais foutu un pied dans la vie active, et je pense que ce serait mieux. Bah pas sûr, on élit des députés, c'est des corrompus de ouf. Hein. Ouais, mais je suis désolé, je fais plus confiance à Rachel Keke qu'à des gars qui sont là depuis 30 ans, tu vois. Mais pour moi, la vision des choses que j'ai, c'est un parti. Alors, en fait, je pense que c'est le problème qu'on a, c'est que moi, je vois pas un parti unitaire. Tu vois, je vois la possibilité que LFI ait peut-être à un moment donné, et il faut voir les conditions au moment où ça va réapparaître, de pouvoir régler un petit peu les questions de l'État. Mais je vois aussi que nous, il faut qu'on trouve une organisation qui permet d'aller beaucoup plus loin que tout ce que va faire LFI, de préparer à aller beaucoup plus loin que tout ce que va faire LFI. Et donc, toi, quand tu dis il nous faut un parti qui nous permet de nous organiser, machin, moi, je vois pas LFI, mais je n'enlève pas LFI pour autant. Oui, ça moi, je vois plutôt les collaborations, tu vois, les collaborations. Toi, t'es un collabo, toi. Non. Non. Ça dépend avec qui. Non, mais tu vois, genre, tu sais, quand tu dis, enfin, tu dis pas ça, mais comme ça, mais genre, il faut une formation marxiste, socialiste, approfondie pour pouvoir assumer le choc de la révolution, machin, machin. Bon, ça, c'est ce que je disais avec mes mots. Et ce truc-là, il peut être fait à côté. Il peut être fait, ça peut être le travail que nous, on va faire si, et si, je dis bien si, dans le parti de LFI, eux, ils sont dans des telles contradictions à l'intérieur de la bourgeoisie et des médias dans lesquels ils sont obligés de se compromettre qu'ils ne peuvent pas avoir ce discours-là. Nous, on peut avoir ce discours-là à côté. Et ça peut, moi, je vois bien un truc en mode, et encore une fois, peut-être qu'en 2027, ça aura totalement changé parce que les conditions matérielles auront totalement changé, tu vois. Mais ça peut être aussi un truc de LFI nous sert de marche une fois pour gagner ces élections et tout le mouvement révolutionnaire se fait en amont, pendant et après. Il se fait à la fois contre et à la fois pour, tu vois. Ça dépend des intérêts qu'on va défendre et compagnie. Oui. Mais moi, je vois mal la synthèse qu'il pourrait avoir à la fois de remporter des élections et à la fois avoir un parti de masse socialiste qui va permettre de nous organiser. À mon avis, l'organisation, elle va se faire au niveau de mouvements qui sont plus populaires. À partir de ça, la culture socialiste, ça va se faire à travers le travail qu'on va pouvoir faire. Et après, la conquête de l'État, temporairement, elle va se faire avec LFI et après, elle va se faire après avec d'autres trucs. C'est un peu la vision que j'ai pour l'instant, qui va peut-être très vite changer au fur et à mesure de l'évolution de la situation en France. Ouais, il faut voir. Après, moi, j'ai toujours du mal avec cette stratégie un peu qui consiste à vouloir empêcher LFI d'être le plus radical possible, alors que même que LFI est déjà mis dans un corner, tu vois, et je pense que LFI est capable, non pas, je veux dire, faut pas que ça devienne un parti communiste demain à revendiquer des trucs de ouf, tu vois, mais LFI est capable quand même, dans un certain sens, d'assumer quelque chose de radical, tu vois. Et Mélenchon est en train de le faire un petit peu, mais c'est pour ça qu'il balbutie. Et moi, je pense qu'il doit choisir, tu vois. Il doit choisir quelque chose d'un peu plus radical pour préparer les gens au fait que si on vote Jean-Luc Mélenchon, c'est pour sortir de cette merde et c'est pas pour changer un petit peu cette merde, quoi. Mais après, je suis d'accord avec toi que je suis pas sûr que ça doit se faire à l'intérieur de la LFI. On peut faire un truc à côté. Mais moi, j'avais une croyance, tu vois, en la refondation de la NUPES, tu vois. C'est-à-dire que la NUPES comme parti, tu vois, comme parti avec plusieurs tendances à l'intérieur ou plusieurs partis dedans, j'avais une croyance là-dedans, dans le sens où ça aurait pu forcer les bourgeois progressistes du PS et de LV de se soumettre à une ligne plus radicale qu'est la ligne de la FI, parce qu'ils sont inférieurs en voix, tu vois. Ça aurait pu être pas mal, mais bon. Ouais, je sais pas. Sauf que c'est pas le cas. Ouais, bah je pense que Mélenchon s'est un peu fait baiser sur ça et c'est. Ouais, je suis d'accord. Mauvaise stratégie, moi. Moi, j'étais un peu content, mais en fait, avec le recul, je me suis dit mauvais move. Hein. Ouais, fallait soit tuer tout le monde à la sortie des présidentielles,
notamment, et ça fait du mal de le dire, mais notamment le PCF, parce que le PCF est le principal adversaire qui joue sur leur ligne, donc fallait baiser le PCF, ou alors fallait faire la NUPES, mais dire directement on en fait un truc avec des instances communes, tu vois. Et donc à ce moment-là, ils étaient obligés de mettre la France Insoumise en jeu. C'est-à-dire de dire, nous, dans 3 mois, là, on dissout le parti, ou ils disent ça, tu vois, et si les autres le font pas, ils le font pas, mais montrer que eux, ils étaient dans la volonté de reconstruire vraiment une NUPES, c'est que la NUPES, c'était le truc, quoi. Et le problème, c'est qu'ils ont fait un entre-deux et qu'ils se sont fait baiser, parce que là, la NUPES, ça ne profite qu'aux autres partis que la LFI, hein, que la FI. Et ça, c'est un peu ce qu'on dit un peu dans RAL, dans le retour à la ligne qu'on va tourner, là. Moi, ce que je déteste beaucoup, c'est quand le jeu politique ne se fait que par médias bourgeois interposés et par petites têtes interposées, tu vois. C'est genre les négociations, les relations, les petits mots balancés dans les médias qui en reparlent et qui tournent en boucle là-dessus, qui donnent de la force à Roussel, qui jouent avec ça, avec Mélenchon, machin. Il faut qu'il fasse des compromissions de trucs. C'est l'enfer. En fait, c'est l'enfer. En fait, c'est des moments de société où la vie politique est déterminée par la bourgeoisie et par les institutions bourgeoises. Là, pour le coup, clairement, c'est ça. Et du coup, tu es un peu en mode, on va jamais y arriver, c'est un peu de la merde et compagnie. Et moi, j'ai hâte, et j'espère que ça va arriver bientôt, et normalement, ça arrivera bientôt, j'ai hâte que ce jeu politique-là ne sera plus défini par ce qu'en pensent les bourgeois, mais parce que nous, on en pense. Parce qu'en fait, comme à l'époque des Gilets jaunes, ou comme au mouvement des retraites, même si c'était un peu différent, mais c'est un peu ça aussi, on va aller dans la rue et qu'on va se partager, nous, les discours entre nous, et qu'on va se partager les analyses entre nous, et qu'on va donner une telle force à un mouvement contestataire que, quoi qu'il arrive, qu'importe les négociations, les machins, le traître, il pourra pas trahir. Donc, soit il se révèle en tant que traître, soit il se range sur la ligne que nous, on impose, tu vois. Et ça se passe. Le mouvement des retraites, il y avait vraiment ça, tu vois. Ouais. Il y avait des gars, tu savais très bien qu'ils étaient contre la retraite à 62 ans ou à 60 ans, notamment les gens du PS et tout, mais ils étaient tenus par les couilles par le mouvement social, tu vois. Et même la CFDT n'a pas trahi réellement, tu vois. Alors que la CFDT, elle voulait faire que ça, trahir, mais c'était impossible de trahir parce qu'en fait, on était tous dans la rue, ou tous à au moins soutenir le mouvement qui était dans la rue, et les mecs, ils étaient juste, alors ils ont réussi à temporiser, à nous baiser au final, tu vois, mais ils ont pas réussi à le faire de face. Et là, c'était nous qui imposions notre tempo, et c'est vrai que ça, c'est des moments importants, et c'est des moments qu'on doit refaire en mieux, quoi. Enfin, on doit s'appuyer sur ça. C'est ça qu'il faut. C'est on ça doit mettre le tempo. Qu'on doit mettre le tempo, et c'est là où la structuration elle va se faire. Ouais. Parce que, et c'est notamment un peu l'écueil gauchisant qu'on peut tous un peu avoir, en mode comment est-ce que on doit s'organiser, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'organiser. Moi, je crois que là, c'est pas le moment de s'organiser globalement. Nous, en tant que médias, on doit s'organiser tout le temps, mais globalement, au niveau de la population, c'est pas le moment de s'organiser. Par contre, quand ça va bouger, ça va être là où les structures, les organisations vont se faire très, très, très rapidement. Et c'est là qu'il va falloir agir, et c'est là qu'il va falloir poser le truc de, on contrôle la vie politique en France, on a dégagé les institutions bourgeoises de ça, on en profite pour créer durablement des organisations qui vont nous permettre, quand ce mouvement-là sera fini ou ralenti, de pouvoir continuer à se parler, continuer à vivre dans notre monde à nous, c'est-à-dire le vrai monde, et pas dans le monde de la petite bourgeoisie, des petits médias. Et tant qu'on doit faire, ne serait-ce que la concession de déléguer notre vie politique aux institutions bourgeoises, des députés et des médias, c'est compliqué, tu vois. Et on sera toujours dans des contradictions de merde où un fils de pute de Roussel va pouvoir baiser le plan révolutionnaire juste parce qu'il va sourire à Darmanin, tu vois. Et c'est justement le mouvement. Tu surestimes Roussel, il faut savoir, soit il compte pas, soit il a le pouvoir de nous baiser, tu vois. Il a le pouvoir de nous baiser dans les institutions bourgeoises. Et c'est ce qu'il a fait en 2022. Et tu vois, tant qu'on reste dans ces trucs-là, c'est pour ça, le mouvement social, c'est ça la solution. Et je veux pas faire en mode de révolution permanente de oui, il faut y aller, machin, machin. Mais il y a un peu de ça quand même, tu vois. C'est quand nous, on va se mettre à parler et qu'on va se politiser qu'en 15 jours, on va gagner 6 ans de politisation, tu vois. C'est Rosa Luxembourg qui a dit un truc à peu près comme ça. Ouais, mais tu vois, mais après Roussel, tu vois, lui, il fait sa stratégie un peu rincée, mais par contre, il a quand même un parti derrière lui qui est progressiste, et donc c'est pas forcément celui qui me fait le plus peur. Enfin, Roussel, si, mais son parti est quand même relativement correct, tu vois, dans la ligne. Mais ce qui fait peur, en fait, aussi, tu vois, c'est tout ce qui s'est passé avec ces histoires de révolution citoyenne dans les autres pays, parce qu'en fait, les gens,
des fois font des analyses que je trouve un peu idéalistes, c'est de dire oui ça n'a pas marché, malheureusement ils ont tenté, ça n'a pas marché, et ils se demandent pas aussi pourquoi, mais c'est parce qu'il y a un manque de volonté de certaines personnes qui sont aussi des bourgeois progressistes. Mais encore une fois je reviens à Aymeric Caron, tu vois, Aymeric Caron n'a pas intérêt au socialisme. Aymeric Caron, faut pas que nous c'est pour ça que moi j'aime bien votre chaîne, tu vois, c'est que vous faites pas confiance aux politiques sur certains trucs, faut pas faire confiance à ces gens-là. On peut les soutenir de manière en se disant oui c'est mieux pour nous, évidemment que c'est mieux qu'Aymeric Caron soit au pouvoir que Darmanin. Mais Aymeric Caron, faut faire gaffe aussi. Et Aymeric Caron, il va pouvoir aussi essayer de nous endormir. Et je pense pas qu'il nous mène au socialisme, qu'il nous mène à l'antiracisme concret, parce que c'est ça aussi. Les gens, ils pensent que moi je bande juste sur le socialisme ou quoi. Mais le socialisme, c'est aussi la fin de l'impérialisme. C'est aussi au niveau des structures de domination concrètes. Il y a énormément de choses au niveau du genre, au niveau de la race et au niveau de la classe évidemment, qui ont besoin du socialisme pour s'améliorer, quoi. Et t'as un vrai truc, et c'est comme ça qu'on finit la vidéo Équateur. J'aime beaucoup la vidéo Équateur. Regardez la vidéo Équateur. Et en gros, ce qu'on dit, c'est que, alors il y a eu au niveau de l'Équateur, t'as eu une révolution citoyenne par le mec qui a inventé le concept de révolution citoyenne, qui s'appelle Rafael Correa, et qui a pris le pouvoir en 2006. Et du coup, en gros, il a fait une Mélenchon, sauf qu'il a très centralisé autour de l'État. Et du coup, ça a été la gouvernance de l'État qui a dit nique les États-Unis de façon admirable, et qui du coup s'est vendu à la Chine et du coup est retourné dans les mêmes délires capitalistes productivistes et de pollution et de trahison. Avec pas mal d'exemples comme ça. Ouais, je pense que c'est une très bonne vidéo. Et à la fin, ce qu'on dit aussi, c'est que malgré tous les torts d'organisation qu'il y a eu avec Correa, malgré le fait qu'il ait sorti aussi des millions de personnes de la misère, il faut pas oublier ça aussi, il faut faire le procès équitable. T'as tout ça, mais matériellement, l'Équateur n'avait pas les moyens de se sortir de l'impérialisme états-unien parce qu'ils avaient quasiment aucun moyen de production. Ils avaient des champs de bananes, ils avaient un peu de pêche et un peu de tourisme, tu vois, ils avaient un peu de pétrole. Il y a encore pas beaucoup d'infrastructures. En fait, ils n'avaient pas les moyens matériels de pouvoir décider de leur politique. C'était soit les États-Unis, soit la Chine. Ils ont dit nique les États-Unis, c'est la Chine qui a décidé de leur politique. Sauf que la France, et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, et c'est pour ça qu'il y a un côté incomparable entre l'Équateur et les révolutions qui sont faites, les révolutions citoyennes qui sont faites en Amérique latine et la France, c'est que en France, si on nationalise, c'est un peu simpliste, mais si on nationalise l'ensemble des banques françaises, on a la plus grande banque du monde. On a Total, on a Vinci, on a Lafarge, on a Sanofi, on a énormément dans la finance et dans l'industrie des entreprises puissantes qui produisent énormément, qui sont quasiment dans des situations de monopole au niveau national, c'est sûr, et qui appartiennent dans les quasi-monopoles internationaux, tu vois. Si on arrive à aller vers le socialisme en France et qu'on arrive à prendre la main sur ces entreprises-là et ces énormes moyens de production, ça va changer totalement le rapport de force international. Parce que on va avoir entre les mains la deuxième plus grande entreprise pétrolière du monde, si je dis pas de bêtises, Total. Et avec ça, le Venezuela, t'inquiète qu'ils sortent du blocus états-unien, mais les doigts dans le nez, tu vois. T'inquiète que l'Équateur, ça passe et tout, et compagnie. Et pareil pour Sanofi. T'imagines si on récupère Sanofi et qu'on va voir nos potes cubains et qu'on leur dit, bon les gars, avec 3 fourchettes et 2 fils de cuivre, vous avez réussi à faire des vaccins, des trucs, des machins. Nous, on arrive avec Sanofi, qui est une des plus grandes entreprises de pharmacologie avec énormément de thunes. T'imagines que là, des brevets libres et des vaccins, on va pouvoir en diffuser partout dans le monde et on va pas les faire payer 100 balles la dose comme Pfizer, tu vois. Ouais, bien sûr, du coup, la perspective révolutionnaire socialiste en France et la façon dont le socialisme français pourra débloquer la situation et en France et partout dans le monde, il est énorme. Et vraiment, il n'y a pas, et c'est un peu mon chauvinisme national, mais il n'y a pas un peuple aussi politisé que le nôtre qui soit à la fois aussi proche d'avoir entre les mains les plus grandes entreprises du monde, tu vois, et de pouvoir débloquer cette situation. Ouais, et dans les... Tu vois, même au niveau de la perspective et de la projection, tu vois, le fait d'avoir un pays comme la France qui deviendrait, qui irait sur la voie du socialisme, ça changerait beaucoup de choses pour beaucoup de monde, tu vois. À une époque, il y avait d'autres modèles qui n'étaient pas forcément parfaits, mais à une époque, par exemple, quand il y avait la guerre froide, les gens se disaient, il y a l'URSS, il y a un autre modèle. Alors, ils s'imaginaient des trucs, tu vois, ils embellissaient un peu la situation en URSS, mais du coup, il y avait un imaginaire, tu vois. Il y avait ce truc de... On n'est pas obligé d'être dans le capitalisme, tu vois. Aujourd'hui, les gens ont l'impression, et moi c'est ce que je vois chez plein de personnes, et même à gauche, que le socialisme est impossible, tu vois. Que de toute façon, au mieux, on fera un capitalisme mou, un peu vert, quoi. En fait, l'imaginaire est totalement cadenassé, quoi.
il faut qu'on arrive à débloquer notre imaginaire. C'est ce que dit Lénine, il a une phrase magnifique, il dit il faut rêver mais il faut se donner les moyens d'aller jusqu'au bout de ses rêves, tu vois. Mais c'est ça, tu vois, il faut qu'on ait une perspective, mais après il faut qu'on structure et que nous on fasse le taf aussi si on veut avoir cette perspective et si on veut essayer de la mettre en place. Et peut-être qu'on la mettra pas en place parfaitement, mais t'imagines pour tous les pays d'Afrique qui subissent la France-Afrique et tout, d'avoir une France socialiste qui leur dit ouais bah le franc CFA en fait c'est terminé les gars, maintenant on fait de la coopération, si vous voulez on vous aide à comment ça s'appelle à s'occuper de votre pétrole parce que vous savez pas le faire, nous on vous donne les moyens techniques, en échange on vous prend un peu de pétrole pour pouvoir nous gérer notre truc. Enfin voilà, ça peut être intéressant plutôt que de les piller, de prendre 95% du pétrole et que les mecs ils se retrouvent juste baisés avec des territoires baisés, tu vois. Enfin il y a vraiment un moyen d'avoir une organisation de coopération mondiale, sauf qu'en fait pour l'instant c'est pas possible quoi. Et tous les gens qui posent pas la question du socialisme et de l'impérialisme clairement et qui sont en mode oui, mais moi j'aime bien les Africains, ils sont gentils, mais c'est pas ce qu'on te demande mec, c'est pas ça, tu vois, c'est qu'il y a des structures de domination qui sont là et qui sont concrètes quoi. Et c'est ça pour moi le plus gros truc qui fait que la NUPES ça foire et que même LFI en ce moment, même s'ils se radicalisent par effet un peu de rebond sur la NUPES un petit peu, mais si t'as pas un discours, imagine le jour où Mélenchon arrive au pouvoir, surtout il va y avoir une crise financière énorme, il va y avoir une crise économique énorme, il va y avoir plein de trucs qui vont merder, tu vois. Tu vas avoir l'ensemble de la bourgeoisie qui va être contre ce projet-là et qui va déployer toute sa puissance, et elle en a, pour essayer de casser ce truc-là. Il va y avoir donc cette grosse crise-là, et à partir de ce moment-là, il va falloir faire le choix radical de nationaliser les gros monopoles et de diriger une grosse partie de l'économie, notamment celles qui étaient détenues par ces monopoles-là et celles qui sont stratégiques, tu vois. Cette puissance révolutionnaire qu'il va falloir avoir pour sortir des contradictions que le capitalisme va nous imposer, qui va devenir de plus en plus violent dans les mois à venir, il est énorme. Et là, pour l'instant, 2017 et même 2022, et je dirais même surtout 2022, à aucun moment cette préparation à cet acte révolutionnaire-là a été fait. Il n'a pas été fait parce qu'il y a des compromis social-démocrates qui sont mis en place en disant on va plutôt parler d'augmentation des salaires que de parler du socialisme et de l'impérialisme, tu vois. Ce qui est électoralement juste, mais je crois que la situation aujourd'hui, elle devient tellement grave, mais véritablement tellement grave, parce que là, on n'a encore que le début de ce qui va arriver avec l'écologie, avec la guerre, avec la finance, avec la crise économique, avec la Chine et compagnie, que ça part en couille là. Ça va être tellement grave que la seule rupture qui va nous permettre la victoire, c'est une rupture qui va être radicale. Et je dis pas ça en tant que socialiste marxiste bandeur, je suis pas socialiste marxiste bandeur. Je dis ça en mode, quand la crise elle est énorme, tu es obligé d'avoir une rupture qui est énorme à côté pour pouvoir remettre d'aplomb le truc. Et c'est ça qu'il va falloir préparer. Évidemment, et je crois que notre travail aussi, ça va être de préparer la société au maximum au socialisme pour que quand le moment où on sera capable de prendre une décision, que ce soit dans les manifestations, dans les organisations, dans les élections, on fasse en sorte que cette décision-là, elle soit la plus radicale possible. Et si tu prenais l'exemple un petit peu avant, on va pas revenir là-dessus, mais juste pour rebondir vite fait sur Mélenchon, il faut qu'il se radicalise, le machin. Je crois qu'il faut qu'on transforme suffisamment la société pour que Mélenchon puisse s'appuyer sur la société radicalisée par le socialisme, plutôt que de se compromettre avec les bourges des médias et compagnie des partis du PS, etc. quoi. Et de toute façon, que Mélenchon trahisse ou pas, on gagne à radicaliser par le socialisme l'ensemble de la société. Et du coup, il faut le faire, tu vois. Après, c'est la question stratégique de est-ce que là, en 2027, est-ce qu'il faut aller sur Mélenchon ou est-ce qu'il va y avoir un mouvement révolutionnaire en dehors des élections qui va être tellement fort qu'en fait, il faut pas donner de gage de ça, que les bouquins, les machins, on s'en bat les couilles, on va faire autre chose parce que c'est ça qu'il faut faire. C'est pas parce qu'en 2017 et en 2022, le choix c'était de faire Mélenchon, qu'en 2027, ce sera pareil. Hein. On verra, mais c'est ça, c'est exactement pareil. Mais tu vois, moi, notre position là, moi je trouve elle ressemble à celle des antiracistes, par exemple Wissam, mais d'autres aussi, tu vois, qui ont appelé à voter Mélenchon. Ils sont pas en train de dire Mélenchon c'est forcément le meilleur dans l'antiracisme et tout, mais ils disent en 2022 et 2017 c'était le meilleur. Mais ça veut pas dire que la voix est gagnée et que tous les antiracistes le soutiendront en 2027. Et ça doit être pareil pour les socialistes, tu vois. C'est-à-dire que nous 2017-2022 d'accord. Mais si ça se trouve dans 5 ans on n'en sait rien, et justement il faut qu'il ait un discours par rapport à ça où il continue à aller dans ce sens là. Mais tu parlais des pertes à avoir, et c'est vrai qu'il y aura un choc évidemment si Mélenchon passe, et on aura de la pression internationale, et justement le niveau de conscience permet de se dire oui d'accord, ça va peut-être être dur pendant 2-3 ans,
Par contre, le problème du capitalisme, c'est que ça va détruire la planète et ça va continuer à nous paupériser. Et c'est là où, par exemple, Cuba, moi je trouve que le peuple cubain est admirable, tu vois. Le peuple cubain arrive à ne pas se compromettre avec les États-Unis, qui lui fait un blocus dégueulasse, parce qu'il comprend en fait les rapports de force qu'il y a. Il comprend que oui, ok, peut-être que les États-Unis pourraient nous donner un petit peu quelques tonnes de pommes de terre là ou je sais pas quoi. Sauf qu'en fait, les États-Unis, ils sont pas là pour notre bien. Ils ont très très bien compris ça. Et ça, c'est important. Et je trouve qu'il faut rajouter, et puis on peut peut-être terminer là, enfin je sais pas si t'as peut-être d'autres choses à faire après, mais en pointant du doigt qui a à perdre aussi là-dedans, c'est-à-dire que c'est pour ça aussi qu'il faut mettre la pression aux bourgeois, et c'est pour ça que c'est bien aussi que la FI ait inclus des gens qui ne soient pas des bourgeois. C'est que Émeric Caron, quand il y aura plus des petits fours, des pokéballs et du champagne, tu vois, il sera peut-être un peu en sueur, tu vois. Alors que nous, on est habitués à la pénurie. Nous, on est habitués des fois à se dire, bon, bah, ce produit-là, il est cher, bon, on va pas l'acheter, tu vois. Matteux, il parlait beaucoup de ça et on lui disait, oui, mais si on fait ça, va y avoir de la pénurie. Il disait, mais il y a déjà de la pénurie, tu vois. Il y a que les bourgeois qui pensent qu'il y a pas de la pénurie. Il y a déjà de la pénurie. Il y a déjà des trucs qu'on peut pas s'acheter. Il y a déjà des choses qu'on ne va pas faire parce qu'on n'a pas l'argent pour. Et il y a que les bourgeois qui ont peur, en fait, de tout ça parce que eux, ils ont encore tout, tu vois, et nous, on a de moins en moins, et on comprend bien que si on change pas de fond en comble le système productif, on aura quand même de moins en moins, quoi. C'est bien cette réflexion-là, moi j'aime bien. Ouais, bah c'est beau, c'est français. Surtout que le socialisme, de toute façon, est tellement efficace qu'avec 5% de la force productive du capitalisme, on fait mieux que lui. Donc, c'est pas un souci. Hein. Non, mais moi, ce qui me fait halluciner, c'est les chiffres sur le taux de bouffe qui est jeté par an. C'est un tiers de la bouffe mondiale, quoi. Alors qu'il y a des gens qui meurent de faim, quoi. Rien que ce truc-là, mais t'imagines, dans 100 ans, on n'est plus dans le capitalisme, on en parlera, on se dira, ouais, les mecs, ils produisaient, mais ils donnaient pas à des gamins qui crèvent de faim parce que ça se vendait pas et ça faisait pas de profit, quoi. C'est quoi ça, quoi? Enfin, c'est honteux. Ouais, il y a que globalement chez les capitalistes un manque de maturité et de conscience dans ce qui branle quand même. Hein. Ils font mal les choses. C'est des enfants. Il faut un peu les éduquer, les faire grandir un petit peu pour les conscientiser en mode on ne produit pas n'importe comment les gars là. C'est quoi ça? Ouais. Bon, bah en tout cas, merci beaucoup à Johan et puis abonnez-vous à leur nouvelle chaîne Actu Réfractaire. C'est comme Hugo Décrypte, non bien. C'est de l'actu tous les jours, format environ 10 minutes, c'est vraiment cool. Et puis bon, Canard Réfractaire, j'imagine que vous êtes déjà abonné, mais si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous. Et puis ceux qui viennent pour Canard, abonnez-vous à la chaîne, pas du stream. Il y a ma chaîne principale aussi, pas du ring, et puis il y a mon Twitch, pas du ring aussi, donc P-A-S, plus loin D-U-H-R-I-N-G, parce que personne ne sait l'écrire. Merci à tous. Ah ouais, merci à toi. Salut tout le monde. Salut, et puis vous pouvez me soutenir sur Tipeee maintenant, n'oubliez pas. Et oui, donnez. Structurer le futur parti révolutionnaire là. Structurer le parti révolutionnaire. Non mais voilà. Et puis je vous laisserai parce que c'est justement Johan qui m'a un peu mis le pied à l'étrier à ça. On fera tous les mois ou tous les trimestres, j'en sais rien, des comptes rendus, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été gagné, qu'est-ce qui a été acheté, parce que ça c'est important, parce que les mecs qui font semblant que c'est clair alors qu'en fait ils sont subventionnés par l'État ou par des ONG ou par des milliardaires, on les connaît quand même, donc c'est pas. Alors non, on a leur adresse, on sait qui c'est. Hein. C'est ça, on sait qui c'est. Bon allez, à plus les gens. Salut.